Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre live du jeudi, le live dans lequel on parle de l'actualité ludique, de tout ce qui s'est passé dans le petit monde du jeu. Je ne suis pas tout seul dans cette émission comme d'habitude, j'ai Pénélope avec moi. Bonjour Pénélope. Salut Martin, il y a Ardork qui dit la partie préférée de Pénélope, parce que c'est vrai que j'ai dit ces moments où on doit se dire bonjour comme si on ne s'était pas vu avant, c'est toujours le moment où je me sens le plus naturel. Eh bien oui, parce qu'on s'est vu un tout petit peu avant. L'émission est enregistrée sur Twitch, donc vous avez la possibilité de commenter, de nous laisser des commentaires. On a du coup la possibilité de revenir dessus et ça nous aide beaucoup, ça crée un petit peu d'animation. N'hésitez pas à venir le jeudi aux alentours de 13h, un petit peu après 13h en général, pour pouvoir assister à l'enregistrement de cette émission en live. Et si vous n'avez pas le temps, peut-être vous la regardez sur YouTube, puisqu'on la rediffuse sur YouTube à chaque fois. Et Pénélope, tu es un peu malade cette semaine. C'est ça, je m'excuse à l'avance de peut-être la voix enrouée et un petit sous-régime. Pardon aux gens, je ferai mon maximum, mais je pense que je couvre une petite bronchite qui est en train de se pointer son nez. Ça va être très sympa. Qui arrive peut-être à la bonne période, parce que ça sera juste avant Cannes. Alors ça ne va pas t'aider à être en forme pour Cannes, mais peut-être que tu auras terminé cette maladie pour le Festival des Jeux de Cannes. Je me suis testé, vous inquiétez pas les gens que je croiserai à Cannes, ce n'est pas le Covid. Oh, puis là, il reste suffisamment de jours pour s'en remettre. De toute façon, je croise les doigts pour toi. J'ai eu le même genre de truc et moi, ça a duré une semaine. Donc, j'espère vraiment que ça sera la même chose. On a un petit sponsor dans cette vidéo. On a un tout petit sponsor. Voilà, la société Vialudis qui nous a fait un petit don. Alors, il nous a fait un don directement sur nos plateformes d'abonnement Tipeee et Utip. Et on a échangé un petit peu et je lui ai donc proposé de inaugurer cette section de publicité dans notre vidéo d'actualité ludique. Et donc, Vialudis, parce que c'est intéressant en fait. C'est à la fois un sponsor et en même temps, c'est une actualité que je trouve très intéressante. C'est quelqu'un qui fait de l'itinérance et qui propose des jeux de société. Donc, j'ai quelques photographies à vous montrer. Vous avez la possibilité, donc vous avez même le numéro de téléphone, donc vous pouvez les contacter, vous le voyez sur la camionnette qui s'affiche derrière nous. Et c'est une démarche que je ne connaissais pas, ça en fait, la possibilité de se déplacer dans différentes villes pour présenter des jeux de société. Donc je trouve que c'est à la fois original et puis ça montre un petit peu tout ce qu'il y a autour du jeu de société, parce qu'il y a évidemment toutes les ludothèques, les boutiques que l'on connaît, mais il y a des approches qui sont sensiblement différentes aussi, et le fait de se déplacer comme ça et d'amener les jeux de société à des endroits qui ne sont pas forcément attendus, c'est plutôt une chouette chose. Donc ça se passe dans le Calvados, je prends mon téléphone pour pas vous dire de bêtises, sur les marchés de Thury-Harcourt le mardi, de Condé-sur-Noireau le jeudi, de Falaise le samedi et de Caen, Tours, le Roi le dimanche. Donc si vous êtes dans le secteur, vous pouvez passer sur ces marchés-là pour découvrir du jeu de société et puis soutenir une entreprise dynamique qui propose des jeux de manière un peu différente. Voilà, c'était notre premier sponsor, Pénélope. Voilà. C'est la fin de la page de pub. On a besoin de trouver un écosystème qui fonctionne. Nous, on réalise des vidéos aussi pour les éditeurs, ça nous aide beaucoup. Mais sur ces formats-là qu'on est en train de développer beaucoup sur Twitch, qui sont tous réalisés sans écosystème viable, on va dire ça comme ça. C'est ça, sans écosystème, on va dire ça. C'est ça voilà, le nouveau mot pour le mot des sous, quoi. On aura besoin de trouver du sponsoring. En fait, c'est la seule solution viable. Le sponsoring, il y en a d'autres possibles. Le vôtre, quand vous nous soutenez avec vos abonnements, via Tipeee, via Utip, avec toutes les différentes façons qui existent de nous soutenir. Mais le sponsoring également de ce type-là, ça peut nous aider à imaginer des émissions qui tiennent sur la durée. C'est le cas aussi sur le Festival des Jeux de Cannes, puisque nous allons faire sur Cannes des émissions régulières pendant toute la durée du festival, des lives. Programme sur serre d'ailleurs. Exactement, il n'y a plus beaucoup de créneaux disponibles. Il y en a encore quelques-uns. Vous avez la possibilité de nous soutenir en prenant également, en diffusant des teasers de jeux de société, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi un petit mail et puis je vous dirai comment ça fonctionne et on diffusera vos vidéos pendant les moments de pause, parce que nous, quand on reçoit un éditeur, quand on se déplace ou quand on n'est pas en studio sur un live, on diffusera des quelques publicités et ça nous permettra ça vous permettra déjà d'avoir de la visibilité et nous, ça nous permettra de financer ces formats. Donc, notre sommaire, on va vous parler, comme d'habitude, des news, des sorties, des financements participatifs. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine, on n'en a pas repéré énormément. En fin d'émission... Oui, peu de financement, ouais. Oui, on reviendra en fin d'émission sur le nombre de jeux que vous possédez. À chaque fois, on fait un petit sondage et ce sondage, on le partage avec vous pour voir... Pour parler tout simplement, pour échanger, puisque le jeu de société, c'est un domaine qui est vivant. On a toujours envie d'échanger sur nos expériences personnelles. Et
Avant ça, on va revenir sur la première actualité. Ça fait 2 fois qu'on parle d'une maison d'édition qui ferme ses portes, alors plus ou moins, puisque la fois dernière, on avait parlé de Pearl Games. C'était pas une fermeture totale de Pearl Games, mais c'était l'arrêt de la collaboration avec Asmodée. Là, c'est plus radical, encore plus. Ben oui. C'est assez triste de commencer chaque émission comme ça. Hein. C'est pas des nouvelles réjouissantes. Ça appuie le fait que j'avais dit d'ailleurs la fois dernière que ça concernait beaucoup d'éditeurs et en ce moment les problèmes. Voilà. Oui, parce que le monde du jeu, c'est un domaine vivant, très actif actuellement. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du jeu, beaucoup de maisons d'édition qui se créent. Mais forcément, il y a eu un changement d'époque et un changement de financement pour beaucoup d'entre elles qui amène à des fins d'aventure. Et c'est le cas de Holy Grail Games, une maison d'édition qui nous annonce cette semaine sur les réseaux sociaux que c'est la fin de l'aventure, qu'ils doivent fermer, mettre la clé sous la porte. Ils sont dans la période un peu délicate de la liquidation, donc ils sont en train de gérer tous ces dossiers-là. Et l'aventure de Holy Grail s'arrête. C'est une maison d'édition à laquelle moi j'étais assez attaché parce qu'on a eu l'occasion de faire quelques vidéos avec elle. Oui. Si vous avez suivi régulièrement notre chaîne, vous avez pu découvrir les personnalités qui composent cette maison d'édition, haute en couleurs, avec des vidéos qui m'ont bien plu, moi, à titre personnel. Donc ça nous touche toujours un petit peu quand on apprend ça. D'ailleurs, je pense qu'on ne se rend pas tout à fait compte à quel point l'impact et la crise du Covid et le conflit en Ukraine ont comme impact sur tous les domaines. J'ai lu quelqu'un dire quelque part pourquoi les prix des jeux sont toujours aussi élevés alors que c'est fini maintenant, les frais sont revenus à des prix normaux. Mais j'avais envie de lui répondre tellement longuement et je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas la force. Mais vraiment, tout a un impact en ce moment. Le prix de l'essence a un impact sur le prix des jeux. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est très difficile à tous les niveaux. Donc il faut être assez indulgent en ce moment avec ce qui se passe. Exactement. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les raisons qui se sont invoquées, mais on a reparlé, et Holy Grail a reparlé à la fois du prix des transports. Ils ont eu des soucis avec leur logistique de transport, notamment. Ça leur a coûté très cher. Et évidemment, la situation vis-à-vis du Covid, le succès relatif de certains jeux qu'ils ont lancés sur les plateformes de financement participatif, puisque c'est une maison d'édition qui fonctionnait beaucoup avec le financement participatif. Pas que, puisque leurs jeux étaient disponibles en boutique. Vous aviez la possibilité de les acheter. Toutes ces raisons ont convergé vers une situation financière qui, à partir du moment où on passe dans le rouge, de toute façon, il y a un cercle vicieux qui rend les choses très difficiles, notamment dans le monde du jeu, parce que c'est un secteur, rappelons-le, où il y a nécessité en tout cas de faire des investissements réguliers. Et j'ai le souvenir l'année dernière d'avoir croisé nos amis d'Holy Grail, Olivier Mélisson notamment à Essonne, qui me disait là sur des secteurs comme la communication par exemple, je suis obligé de lever le pied. Et vous comprenez cet aspect de cercle vicieux. Si à un moment on n'a plus les finances pour à la fois produire les jeux, les mettre en avant, communiquer dessus, nécessairement le succès est moins fort et c'est plus difficile de sortir la tête de l'eau et de repartir dans un cercle positif. Donc Et ils ont eu l'intelligence de ne pas partir dans une fuite en avant parce qu'ils auraient très bien pu relancer un projet pour financer tout. Et on sait que ça peut être un engrenage encore plus dramatique. Donc, ils se sont arrêtés net, je pense, par sage décision. On nous dit souvent que nos émissions sont trop longues, mais quand même, la fois dernière sur Pearl Games, vous avions présenté les jeux du catalogue Pearl Games. J'ai eu envie de faire la même chose. Et on avait envie de revenir tout simplement sur ces jeux-là. Donc je vous ai fait une petite sélection des jeux. Et je remercie Aline qui a préparé les fiches d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Des jeux de société qui sont parus sous l'étiquette Holy Grail. C'est pas terminé pour toute cette équipe-là et moi j'ai une grosse pensée pour eux. On aura l'occasion de les revoir et de les recroiser. Ils sont sur d'autres projets, alors pas tout de suite, mais ils sont passionnés par le jeu. Donc forcément, vous allez les croiser dans le monde du jeu et je croise les doigts, moi, pour que on ait l'occasion de refaire des choses avec eux aussi. Parce que vraiment, les soirées qu'on a passées au chalet, j'insiste, c'était super chouette. Ça fait partie des meilleures venues qu'on a eues, nous. Rising 5, c'est un jeu qu'ils avaient sorti en 2017. Oui. On est au début de l'histoire d'Holy Grail. Ouais. J'y ai pas joué à celui-là. Je sais que c'est un des jeux qu'on peut retrouver en quantité astronomique sur Ocaseo, qui n'a pas une très bonne réputation. Pourtant, il y a des très bonnes reviews dessus, notamment chez certains
reviewer américain qui l'apprécie énormément. J'aimerais beaucoup l'essayer pour m'en faire mon propre avis. Un jeu de Gary Kim et Evan Song, illustré par Vincent Dutray. Il s'agissait d'un jeu coopératif particulièrement travaillé en termes de dessin, d'illustration, d'application autour. Tout était très original. Après, il n'y avait pas une très grande profondeur dans le jeu, mais je pense que c'était assumé aussi. C'est-à-dire qu'on avait une grosse boîte avec un tout petit jeu à l'intérieur. Mais malgré tout, moi j'ai un bon souvenir de ce jeu-là. Honnêtement, le jeu, je m'en fiche, mais la mécanique en elle-même m'a pas passionné, plus exactement. Mais il y avait un développement sur ce jeu qui était très très chouette. Certains diront surédité. Il y a Johan Levet dans le chat coucou qui dit top, un super jeu de déduction. Ça me donne envie d'y jouer, moi, celui-là. Ah, Domination. Domination, donc un jeu qui est sorti en 2019 par Éric Dubus et Olivier Mélison, qui sont les deux têtes pensantes, on dira, de cette maison d'édition, et qui continueront à faire des choses ensemble. Ils sont sur d'autres projets. Donc, expert, celui-là. Ah ouais, expert. Matos absolument magnifique, avec des tuiles hyper agréables à manipuler. Je l'ai dans ma collection, je suis hyper contente de l'avoir, j'adore ce jeu, même s'il est particulièrement difficile à sortir parce qu'il prend beaucoup de place sur la table. Mais c'est un jeu de cive abstrait, on va dire, avec c'est très très malin, très agréable. Un jeu sous-coté, je trouve, de mon point de vue. Moi, c'est un des meilleurs jeux du catalogue. Exceptionnel. À mon idée aussi, un peu relevé aussi, mais parce que leurs jeux ont souvent un aspect mécanique assez important. Donc, malgré l'univers qui est très très bien mis en place, il faut rentrer dans la mécanique. J'en parlerai pas davantage, mais Muséum, c'est un jeu qui est beaucoup plus léger, celui-ci. Beaucoup plus léger, ouais, beaucoup plus léger. Moi, celui-ci, je l'avais pas plus aimé que ça, en tout cas le premier, parce qu'il y en a eu plusieurs autres qui ont été inspirés de la mécanique de Muséum derrière. C'est un jeu qui est signé par Éric Dubus et Olivier Mélison, qui est sorti en 2019. Donc un jeu dans lequel on faisait j'ai adoré le thème en fait. Le thème me plaisait énormément. Faire des collections d'œuvres d'art, c'est quelque chose qui me plaît toujours, de manière générale. Mais la mécanique, en fait, il y avait un aspect du jeu qui me plaisait un peu moins, c'est le scoring notamment, et la mécanique de pose de cartes qui ne m'avait pas passionné. Avec, si je me souviens bien, la possibilité, on récupérait plein d'œuvres d'art, on le posait dans son musée, mais en fin de jeu, on avait la possibilité de tout réorganiser, ce que j'avais trouvé assez bizarre à l'époque. Je me souviens aussi un peu de ça. J'avais pas ultra accroché. J'avais trouvé pareil que le thème était charmant, mais qu'il collait pas tout à fait au gameplay, que je ressentais pas tout à fait le truc transparaître, donc ça m'avait pas emballé. Ensuite, nous avions Outlaws, un jeu qui est disponible peut-être toujours sur Board Game Arena, et un jeu de Jérémy Pinger, qui était sorti en financement participatif, petit jeu, celui-ci, beaucoup plus petit que tous les autres jeux de leur catalogue. Pas essayé ça. En 2020, ils ont sorti Rallyman GT, ça a été un de leurs gros succès aussi. C'était une réédition du jeu de Jean-Christophe Bouvier, vraiment un passionné de jeux de course. Il y a eu plusieurs versions de ce jeu-là, puisqu'il y a eu ce Rallyman-là, mais il y a eu également une version, en 2023, on avait la version Dirt, donc qui correspond aux courses de rallye. Yes, moi je crois que j'ai joué à... Je confonds tout le temps les deux. Mais j'ai joué à Rallyman GT, je crois bien, et j'ai beaucoup aimé ma partie. Je n'aimais pas les jeux de course jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Grâce à Hit, j'ai commencé à comprendre tout l'intérêt du jeu de course, et j'ai joué à Rallyman GT derrière. Et c'était vraiment trop cool, avec une gestion de la prise de risque et tout est avec des lancers de dés. C'est vraiment assez intense. Il y a des moments, il peut y avoir des vrais retournements de situation. C'est plus hasardeux selon mon point de vue que Hit. Mais il peut y avoir un côté plus fun et plus prise de risque, on va dire. Donc, c'est vraiment un très très bon jeu. Ensuite, nous avions César Empire, qui est un jeu de Mathieu Potvin. Il est là, il est derrière moi. Très simple, un jeu très simple, à l'ancienne, je dis toujours, mais c'est d'un point de vue positif, cette remarque-là, c'est-à-dire qu'on retrouve des mécaniques qu'on avait découvertes dans les jeux de société des années 2000, je dirais, avec un plateau dans lequel on va faire des parcours, des itinéraires, des chemins de légionnaires. C'est un jeu de train, moi j'ai envie de dire, alors qu'il n'y a pas du tout de train à l'intérieur, mais le terme jeu de train, c'est une mécanique à part entière qu'on retrouve. On fait des réseaux, quoi. Exactement. Très familial celui-ci aussi, donc ça fait partie des poids légers que je sors avec plaisir, moi. Pour moi, un excellent jeu familial, une grosse découverte parce que il est sorti, en 2022. Grosse découverte pour moi, parce que, alors vraiment, je suis fan d'Astérix. Donc, quand j'ai vu le jeu avec la licence, je me suis dit, oulala, ça va être catastrophique.
ils vont avoir tout cassé mon rêve. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment, effectivement, à l'ancienne, avec un parfum d'ancien, mais très, très bien maîtrisé, très agréable, avec du super petit matos. Moi, je suis hyper contente de l'avoir. Je sais que ça, c'est le truc à sortir en famille sans aucun problème, quoi. Ah oui, c'est un jeu à avoir dans sa ludothèque. Ouais, tout à fait. Et il y a quelqu'un qui demande dans le chat où sont les sondages dont on parle. Et en fait, ces sondages sont effectués sur Instagram. Oui. Parce que c'est beaucoup plus simple. Un monde de jeu. Ça nous limite dans les questions que l'on peut poser, mais c'est beaucoup plus simple de le faire directement sur Instagram parce que vous pouvez y répondre immédiatement plutôt que de passer par un formulaire. Ensuite, Encyclopédia, c'est une version évoluée, on va dire, de Muséum, avec cette fois-ci des animaux, on s'amuse à remplir l'encyclopédie en faisant des études sur différents animaux. Et celui-ci me plaisait beaucoup plus que Muséum à titre individuel. Il y a toujours quelques défauts, je trouve, dans ce jeu-là, notamment un scoring final qui, de mon point de vue, est beaucoup trop long par rapport à ce qui se passe pendant la partie, où on va découvrir finalement plein de scoring. Parce qu'on compte des points tout au long de la partie, puis on va les recompter à la fin du jeu. C'est les scorings intermédiaires qui m'énervent. C'est le fameux, pour 1, t'as 3 points, pour 2, t'as 7 points. Je sais plus comment ça fonctionne, mais ça m'a énervé tout le long de ma partie. Et j'ai pas plus, encore une fois, j'ai trouvé que le thème transparaissait pas plus que ça. Oui. Donc j'avais des attentes, donc elles ont été un peu vues à la baisse en jouant. Mais c'était pas un mauvais jeu. Non, mais moi j'ai bien aimé ma partie, vraiment. C'est un jeu que j'ai plutôt bien aimé. Après, je l'ai pas ressorti systématiquement. Beaucoup plus mécanique que ce j'espérais en fait. Muséum Pictura, donc c'est un peu la même gamme, hein. Encyclopédia, Muséum Pictura, donc ça c'est la version suivante de Muséum avec les thèmes sont toujours super. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment là-dessus, c'était chouette quoi. Oui, et puis c'est des pluies de culture, Olivier Mélisson. Ouais. Quand on commence à discuter de culture, il est à la fois entre la blagounette et quand on le reçoit, on rigole beaucoup. Et puis dès qu'on passe sur des questions culturelles, c'était vraiment passionnant. C'est venu au chalet. J'ai déjà dit, non, dans cette émission. Oui, c'est comme ça que tu as commencé, je crois. Les contes. Mais tu pourras le redire tout à l'heure si tu veux. Les tuiles des 1001 nuits, c'était le titre français. C'est un jeu qui est paru en 2022, signé Olivier Mélisson et Mathieu Potvin. Un jeu dans lequel, alors moi j'ai tendance à dire le cul entre deux chaises, parce qu'il y avait un aspect mécanique qui faisait le scoring, et en même temps on interrompait la partie pour se raconter des histoires sur lesquelles on brodait complètement. Il y avait une ambiance assez surprenante dans ce jeu. J'ai jamais réussi à dire... des 1001 tuiles, dit-on dans le chat. C'était c'est ça. Les tuiles des 1001 nuits, mais c'était très poétique, c'était très joli, ta réinterprétation. J'improvise le titre. Ouais. Et donc celui-ci, c'est un jeu sur lequel je garde une certaine affection, même si j'arrive pas à savoir si c'est un jeu que j'adore ou que, sans plus. Ah, ça fait partie de ces jeux pas forcément exceptionnels, mais qu'on aime. Et il y en a plein. Moi, je le trouve... rien du tout, je n'y ai pas joué. Là, c'est la maladie qui parle, pardon, excusez-moi. Je n'y ai pas joué. J'aime bien l'idée du mélange entre pose de tuiles et récupération de tuiles et narratif, mais effectivement, ça doit être assez spécial. Ensuite, on a Titan. Est-ce que tu as joué à Titan, un autre jeu de Mathieu Potvin, un gros jeu celui-ci, assez complexe. Ça avait l'air énorme, ouais. Ouais. Alors là, on est vraiment dans le jeu de gestion. Un peu à l'allemande, mais toi, tu y as joué ? Très très relevé. Oui, j'y ai joué. J'ai plutôt bien aimé ce jeu. Après, il est assez aride et sur un univers dans l'espace, ce qui m'attire assez peu. Faut vraiment. Moi, pareil. L'espace. Il en faut beaucoup pour me convaincre dans cet univers-là. Et puis, alors, Copan, on aura. Titan, qui était titanesque. Domination, qui était énorme aussi. Et il faisait des jeux comme ça, parfois très ambitieux. Et Copan. Donc celui-ci peut-être il aura une autre vie chez un autre éditeur, on verra si ce jeu voit finalement le jour, ça serait chouette. Celui-ci j'y ai pas joué moi. Moi j'y ai joué, j'ai fait une demi-partie à SN, c'était plutôt agréable, très riche, très fourni, beaucoup d'emplacements, beaucoup de combos dans toutes les directions et peut-être comme d'habitude ce que je reproche un petit peu c'est plus mécanique que thématique finalement, mais dans ce jeu-là ça marchait bien. C'était beau sur la table et c'était un chouette projet et c'est assez triste ce qui se passe. Vraiment au niveau du jeu, j'espère qu'il pourra revoir le jour. Voilà, c'était notre petite minute sur Holy Grail. Peut-être on vous a donné des envies de découvrir certains de ces jeux-là. Il y avait en tout cas beaucoup de passion dans chacun des jeux qu'on vous a présentés là. Parfois on les aime, parfois on est moins accroché à certains de ces jeux, mais j'ai vraiment apprécié aussi le fait de suivre
les sorties, la création des jeux, leur arrivée. Allez voir la vidéo qu'on avait faite sur les contes des Mille et une tuiles, parce qu'on s'était donné du mal. Et c'est un très bon souvenir à titre personnel, si je peux parler d'une anecdote perso. J'ai un très bon souvenir d'avoir tenté une vidéo dans laquelle je me suis amusé à représenter les petites histoires que l'on se racontait. On n'en a pas fait beaucoup finalement, des vidéos très créatives comme celle-là, et je resterai donc du coup assez attaché à ce jeu-là en particulier. Je réponds à App Coco qui demande si César est encore en boutique. Tout à fait, je crois bien. Alors, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir vu il n'y a pas si longtemps. Il y avait des coéditions dans leur catalogue avec Synapse Games, donc je ne sais pas exactement. Donc Synapse Games qui est aussi une antenne d'Asmodée, donc je ne sais pas si certains de ces jeux-là ne seront pas tout simplement continués par Synapse, s'il n'y a pas des sections qui vont être préservées, j'en sais rien. Je ne peux pas vous en dire davantage. Il doit y avoir encore un peu de stock en boutique. Oui. Donc voilà, ça c'était la petite actualité concernant Holy Grail, la grosse actualité concernant Holy Grace. Ensuite, on a repéré différentes actualités sur lesquelles nous allons revenir maintenant, plus rapidement évidemment. Alors, tu as noté que Acropolis a gagné un prix. Pénélope. Le prix du double 6. Alors c'est le prix de la ville de Saint-Herblaye, c'est un prix qui est organisé depuis assez longtemps. Très longtemps. Ça fait depuis 91, il y a un festival là-bas, et depuis 2004, il décerne un prix. Et c'est un prix familial, je crois. Si je dis pas l'idée, c'est que ça récompense un jeu familial, et c'est un vote d'abord du public, et enfin à la moitié du public et à moitié d'un jury composé de 9 personnes, je crois. Et le nom du prix, c'est le double 6. Et Acropolis a gagné ce prix. Et je suis hyper contente pour Jules Messot, qui a publié ça sur sa page Facebook. C'est comme ça que je l'ai appris. Il a l'air content. J'ai répondu que je pense que... oui. Elle est super cette photo. Et j'ai répondu que c'était sans doute que le début pour cette année. Mais voilà. Oui, parce qu'il est sélectionné pour Cannes et il est archi favori. Je pense en tout cas, dans mon cœur, il est archi favori. Les bookmakers le donnent gagnant à 90%. Donc, ça, c'est pas des pourcentages, les bookmakers. À 9 contre 1, c'est ça. Donc voilà, il a remporté ce prix-là. C'est à Saint-Herblain, le prix. Et je crois que c'est un prix du public de mémoire. C'est-à-dire que les gens qui participent à ce festival ont l'occasion, pendant le festival, de voter pour le jeu qu'ils préfèrent. Je peux me tromper là-dessus, corrigez-moi si je dis une bêtise, parce que je n'étais pas au festival de Saint-Herblain. Moi non plus. Mais je me suis juste renseigné rapidement pour voir. Voilà. Et il y a eu quand même 4700 bulletins de vote, à ce que je vois. Et c'est un beau score quand même de participation. Voilà, donc c'est le premier prix pour Acropolis. Enfin, le premier, non, je suis même pas sûr. Il y a sans doute déjà eu d'autres prix. Petite news que j'ai notée. Il y a Jules Messot qui est avec nous dans le chat, justement. Coucou Jules. Petite news que j'ai notée, nous avons, bonjour à Jules aussi, c'est vrai je dis pas bonjour, c'est très mal. Nous avons des championnats autour des jeux de société, on a noté ça, j'en ai noté plusieurs qui sont arrivés en même temps. Alors ça arrive très régulièrement, c'est une tendance qu'on a souvent, c'est que quand un jeu se prête à la compétition, les éditeurs s'amusent à créer des championnats de France, des championnats du monde parfois. J'ai le souvenir des championnats du monde de Catane qui ont lieu à Essen, si je ne me trompe pas, où il y avait des salles absolument immenses, remplis de tables dans tous les coins, avec plein de joueurs qui s'affrontent sur des jeux de ce type-là, très simple pourtant. Alors là, ce que j'ai noté, c'est un championnat de France de Clash of Deck, donc qui se déroulera sur Partenay. Donc ça, vous trouverez les informations sur les pages Facebook de l'éditeur. Clash of Deck, oui, j'ai pu y jouer à celui-là, et j'avais un problème avec ce jeu. Ah non, mais j'ai un problème avec ce jeu. J'ai commencé la partie en disant c'est génial. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi cette partie ne s'arrête pas ? Et je trouve qu'il a un problème de longueur. Et parce qu'en fait, ça cycle dans vos mains les cartes. Donc, oui, c'est une question de gestion, en fait, de connaissance du jeu, surtout. Parce que, effectivement, c'est le sentiment que j'ai eu à la première partie, mais en vrai, c'est pas vraiment le cas quand on connaît bien le jeu. Il faudra que je lui redonne sa chance. Oui, en fait, il y a des techniques qui sont... Comme le jeu est très original dans sa mécanique, on ne la maîtrise pas forcément parce que nos réflexes habituels ne fonctionnent pas. Après... Il est jouable sur Board Game Arena, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et on a fait une vidéo sur ce jeu-là. Donc, si vous voulez voir comment on y joue, d'ailleurs, j'y joue avec l'auteur et vous aurez l'occasion de voir le fonctionnement, sa façon de jouer et puis après vous faire un avis par vous-même.
Et puis j'ai noté également qu'il y avait un championnat de route qui est organisé par Matago. Ça, c'est un autre format. Voilà, exactement. Donc ça, pareil, c'est une information, c'est une petite breaking news. Nous sommes plus de 200 sur Twitch. Merci beaucoup à tous les gens présents en ce moment pour la diffusion directe. Alors, une news que tu as notée sur une émission. Incroyable. Il y a une nouvelle émission. J'ai envie de dire je suis pas sûre de dire quelque chose de vrai, mais j'ai l'impression que c'est la première émission télévision du jeu de société. Si j'ai jamais vu de jeu de société, d'émission dédiée aux jeux de société à la télévision, il va y en avoir une. On ne sait pas encore sur quelle chaîne, mais il y a une photo qui a fuité et présentée par mon pote Mousse qui m'avait bien caché ça. Donc je l'ai découvert par internet. Et Funforge, c'est par la page de Funforge que je l'ai découvert et ils sont les premiers invités. Donc j'ai plus d'informations maintenant, mais je ne vous en parlerai pas parce que je suis allée le questionner pour en savoir plus, mais je n'en parlerai pas parce que c'est bien sûr confidentiel et on va leur laisser la primeur de tout annoncer et tout ça. Mais ça n'est plus secret. Donc Breaking Board, la nouvelle émission sur les jeux, va bientôt être diffusée et c'est vraiment à la TV. Ouais. On a des petites news, je vais te laisser aussi en parler parce que tu es beaucoup plus au courant que moi sur l'écosystème Trick Track. On a 2 news, d'abord sur Monsieur Fall qui revient dans le game. Il revient dans le game. Alors en fait, il a fait une vidéo sur le sujet en disant qu'il revenait dans le game. Donc je prends exactement en fait ces termes. En fait, il revient dans le game puisqu'il a, si je ne dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a vraiment écrit un scénario pour le nouveau jeu audio dont on avait parlé la semaine dernière, de Iron Castle Game, donc l'application qui vous permet de faire des aventures dont vous êtes le héros sur votre téléphone par le biais ou en application. Je ne sais pas si c'est que sur téléphone d'ailleurs. Mais je pense que oui pour l'instant, en audio et avec reconnaissance vocale. Et donc Monsieur Fall a écrit un des scénarios et donc il est de retour dans le monde du jeu. Maintenant, c'est le jeu audio, le jeu vidéo. Et d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion, c'est très drôle, comme en fait c'est lié au jeu de société par les gens qui l'ont fait, mais ça n'est pas du tout du jeu de société. Donc c'est assez drôle. Voilà, donc je vous ai lancé la vidéo en même temps, ce qui ne marche pas très bien parce que c'est rigolo de voir Monsieur Fall qui s'agite à côté de toi quand tu parles. C'était pas très à propos, mais bon, peu importe. On est content de voir Monsieur Fall revenir un petit peu sur le jeu de société parce qu'il est jamais très très loin de ce secteur, même si on sait qu'il s'est un peu mué en spécialiste cyclisme et qu'il a un succès vraiment très important dans ce domaine-là également. Sa chaîne YouTube, je vois, elle a quasiment autant d'abonnés que nous, donc. Et il a réussi à être aussi suivi dans le cyclisme qu'il l'était dans le jeu de société. Fou. C'est quelqu'un qui est très très doué en communication de manière générale, donc c'est toujours une bonne nouvelle de voir qu'il se lance dans de nouveaux projets. Et tu voulais nous parler également de Trick Track, de la suite de Trick Track. Là, je sais que tu as plus d'informations parce que tu as l'occasion de croiser encore beaucoup les membres de Trick Track, et heureusement d'ailleurs. En fait, pour l'instant, les locaux sont toujours existants, donc j'y vais le plus souvent que je peux pour y jouer, en fait. Tant que ça existe, je prends le train pour aller rejoindre mes anciens camarades et faire une ou deux parties de jeux de société. Et c'est bien agréable. Et donc, oui, monsieur François a écrit un article sur Trick Track. Il m'a dit en riant, je suis le dernier à écrire. Pour donner des nouvelles de Trick Track et pour dire aux gens, pour tenir les gens informés du fait que ils travaillent activement tous et il y a des propositions qui sont faites et qui sont prises en considération et il va y avoir un moment, ça va être tranché pour la sauvegarde et du site et des articles et des vidéos. Ce qu'il peut affirmer et ce que je peux déjà dire, c'est oui, ça sera sauvé. Voilà, rassurez-vous, il se passe des choses dans ce sens-là. Maintenant, j'ai vu des réactions et c'est pour ça que je voulais en parler. Il y a eu beaucoup de réactions en mode ça va repartir, la chaîne va revenir, Trick Track va se relever, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'on est en train de sauver l'existant enfin qu'ils sont d'ailleurs, parce que moi je suis pas du tout impliquée là-dedans, mais je suis l'affaire avec beaucoup d'intérêt, mais qui sont en train de sauver déjà l'existant et peut-être un jour. Mais c'est pas du tout le sujet d'actu. Voilà, c'est pour dans beaucoup plus longtemps. Et moi, je souhaite que déjà, souhaitons que tout soit bien conservé et que tout puisse exister et être entretenu de façon solide.
Je vois quelqu'un qui dit: est-ce que toi, Pénélope, tu as le droit de regard et de donner ton avis sur ces propositions? Pas du tout. Mais je le voudrais même pas, en fait. Je ne fais pas partie de l'équipe officielle je n'ai jamais fait partie de l'équipe de Trick Track. J'ai jamais été salarié Trick Track. Voilà, donc on espère évidemment les revoir le plus rapidement possible. En tout cas, c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on attend aussi. Ce sont des personnes qui sont très actives dans le monde du jeu, que ce soit François, Guillaume, que toi également, puisque tu fais partie de la dernière version de Trick Track et quelques autres que je vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier. Tarsa, Mussino, tu me dis, hein, Julien. Là, du coup, on a parlé de Mousse, de Monsieur François et de Monsieur Fall. Je pense qu'on a fait le tour de mes anciens collègues. Ils sont tous toujours actifs dans le monde du jeu. Ils sont tous toujours passionnés par les jeux de société. Oui, bien sûr. Et on demande. Ils ont leur chaîne, ils ont Exactement. Plein de moyens de les joindre. Vous n'avez pas fini de les voir. On a juste envie de les voir le plus possible et continuer à parler des jeux de société. On passe aux annonces de sortie françaises. Alors, quand on dit annonce de sortie, je le rappelle, on n'est pas dans les sorties de la semaine, ni même dans les sorties des quelques semaines à venir. On est vraiment dans les sorties sur le long terme, les annonces qui ont été faites de ça va arriver bientôt. Oui. Assez peu de sorties annoncées en France. Normal, puisqu'il y a Cannes qui arrive, donc il y a eu beaucoup d'annonces. Et là, ils sont tous concentrés sur organiser Cannes, donc ils n'annoncent plus rien. Et ça recommencera après, normalement. Alors moi j'en ai noté quelques-unes. Alors forcément on voit les jeux qui vont être présentés à Cannes. Les Toits de Paris, Différencio chez Kif, on a vu des annonces sur ces deux petits jeux qui vont sortir très rapidement. Les Toits de Paris, qui est un jeu qui est signé par Christiane Alcouf et Ludovic Maublanc. Et puis Différencio, j'ai pas noté le nom des auteurs, pardon, c'est honteux. J'aurais dû le noter. Mal. Moi j'ai pas regardé parce que c'était ta ligne. C'est entièrement de ma faute. Donc, voilà. Alors, ce sont deux petits jeux que vous aurez l'occasion de découvrir sur Cannes. Et ça, on a eu pas mal de jeux défiler sur les présentations des jeux qui seront présentés à Cannes. Il y a beaucoup de choses que l'on va avoir l'occasion de tester en avant-première sur le festival. On reviendra dessus. Il n'y aura pas d'info ludique la semaine prochaine, de ce fait, mais quand on reviendra, on fera un petit retour sur les jeux. On fera peut-être une émission un peu spéciale cette semaine-là. On verra. Aradwesh qui demande sur quel stand nous serons à Cannes. D'ailleurs, nous ne serons pas dans un stand, nous serons dans un bureau. Oui, alors cette année, on sera caché et on verra en fait comment on se développe pour les années suivantes. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'être sur le salon en lui-même. Ça permet de voir les gens passer déjà. Mais cette année, on sera caché dans un bureau. Courir, je pense, dans les allées pour faire les allers-retours. Ça, oui, il y en aura. Mais nous serons principalement cachés de la vue. Ensuite, il y a une annonce qui est assez importante dans les sorties, c'est Lorcana. Oui, alors Lorcana, j'ai vu plusieurs sites, mais j'ai carrément vu une vidéo qui donne la date de sortie de la version française. Alors, c'est une vidéo américaine que j'ai regardée qui dit la sortie française, elle est pour le 1er septembre, et pas que sortie française, en fait, ça sera la sortie européenne. Maintenant, ça peut encore bouger, on sait comment c'est aujourd'hui les dates. Lorcana, pour rappel, c'est un jeu de collection de cartes et d'affrontements. C'est un TCG, un Trading Card Game, c'est-à-dire un jeu de collection, voilà, et un jeu à collectionner, de cartes à collectionner, et sur le thème de Disney. Donc ça, c'est extrêmement attendu. Ils n'ont pas encore parlé beaucoup du gameplay, on n'en sait toujours pas. Ça fait un bruit, enfin c'est attendu, c'est tellement attendu qu'il y a des cartes qui sont déjà mises en vente c'est fou. Il y a des cartes qui atteignent des tarifs sur eBay à l'avance de gens prêts à les racheter si jamais ils sont plus dispo. Enfin bon, bref, c'est monstrueux. Il y aura une première boîte qui sera disponible avec 200 cartes et 3 decks prêts à jouer à l'intérieur. Voilà, il y a quelques infos comme ça qui sont révélées. On sait que les boosters auront 12 cartes par booster. Il y aura une carte foil et des cartes rares. Les cartes rares, d'ailleurs, il y en aura 2. Et il y aura plein de niveaux de rareté. Un rare, un super rare et un genre légendaire. Je sais déjà que ça doit mettre plein de gens en émoi et dans tous leurs états. Ouais, ça va être une très très grosse sortie et c'est très attendu. C'est chez Ravensburger. C'est de Ryan Miller et Steve Warner, comme vous pouvez le voir. Et c'est donc pour, normalement, septembre de cette année. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience. Nous, on aura peut-être l'occasion d'avoir Ravensburger qui va nous le présenter au chalet. On n'a pas encore calé la date, mais évidemment, on attend ça avec encore plus d'impatience parce que ce sera l'occasion de jouer au jeu en question. Ensuite, on voulait vous parler également de... Oui. Alors, un jeu qui va arriver... On n'a encore rien à vous montrer. On a le droit de l'annoncer, ça, Pénélope ? Alors, j'ai le droit de dire qu'on va en parler. Voilà.
j'ai le droit de dire qu'on va en parler. J'en ai parlé avec l'auteur, donc Damien Chauveau, qui est l'auteur de Ibris. Ibris qui a fait beaucoup aussi parler de lui cette année. Très très gros jeu, magnifique jeu. Il va y avoir, ça fait partie, et ça il l'a jamais caché, ça fait partie d'une trilogie. Donc c'est un projet sur le très long terme. C'est le premier volet d'une trilogie de jeux qui n'auront rien à voir les uns avec les autres, à part l'univers, mais qui seront très différents mécaniquement. Et donc Ibris 2 va normalement, ça s'appellera pas Ibris 2, hein, ça a un autre nom, mais moi je l'appelle Ibris 2 pour pas spoiler, va être présenté, les premières images et les premiers éléments de matériel seront présentés à Cannes. Et on va avoir normalement Damien Chauveau, mais c'est même pas normalement, j'ai pris rendez-vous avec lui le jeudi à 17h sur la chaîne d'un monde de jeu ici même pour qu'on vous montre ses premières images. Donc je suis un petit peu super contente. Voilà, pendant les lives de Cannes, on aura la possibilité d'en parler. Et voilà, connectez-vous pendant le Festival des Jeux de Cannes, on aura la possibilité de vous montrer plein de choses. Et pour les éditeurs qui nous suivent, n'hésitez pas à nous envoyer des petites annonces comme ça. On est vraiment demandeurs. Dès que j'ai un éditeur au téléphone, en général, je lui demande est-ce que tu n'as pas des choses sur lesquelles tu as envie de communiquer. Et c'est le cas, par exemple, de Gigamic, qui nous annonce la sortie de The Wolves en anglais. En français, ça s'appellera Le Clan des Loups. Donc ça sortira au printemps en France. Et c'est un jeu qui a un peu buzzé sur le Salon d'Essonne. Ça fait partie des jeux que beaucoup de personnes ont mis en avant. Moi, j'y ai pas joué celui-ci, mais toi, tu y as joué. Ouais, j'y ai joué parce que ça faisait partie des jeux que j'avais vraiment en attente pour Essonne. J'aimais beaucoup le matériel, j'aimais bien l'idée de la mécanique. Et moi, j'avais trouvé ça plutôt très bien sur ma première expérience. Mais encore une fois, c'est les parties qu'on fait à Essen, donc il faut rejouer derrière. Il faut revenir dessus, exactement. On est toujours très enthousiaste à Essen quand on arrive enfin à avoir une table, donc on est déjà content. Mais c'est un jeu de majorité et où on va jouer des meutes de loups qui vont essayer, vous imaginez bien, c'est des meutes qui s'affrontent et il y a une mécanique centrale hyper maligne avec des tuiles à retourner sur notre plateau joueur en fait, qui vont, on va retourner les tuiles selon les couleurs de terrain. On pourra faire des actions sur ces tuiles-là en fonction du nombre de tuiles. Enfin bon, bref, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme ça, c'est très abstrait. Mais il y a un système, moi c'est ça que j'aimais bien dans ce jeu, c'est qu'il y a un système il y a une mécanique centrale simple et un peu innovante, donc c'est plutôt cool. Eh bien, ça arrivera chez Gigamic. C'est une bonne nouvelle aussi, puisqu'on se posait la question de savoir si Gigamic allait refaire des jeux plus complexes. C'était un peu moins le cas ces dernières années. Et là, c'est visiblement de nouveau le cas avec ce jeu qui va arriver. Ça reste de l'initié. Hein. C'est pas du tout du complexe. Voilà. Oui. On est dans du jeu initié, tranquille. Il est surtout initié au niveau du temps. Il doit durer une bonne heure et quart, heure et demie. Mais ça sera plutôt, je pense, un bon moment. Voilà. Ensuite, on passe aux annonces de jeux à l'étranger. Donc les jeux qui ont été annoncés, mais pas chez nous, et qu'on espère un jour voir venir chez nous. Des jeux en général qui sont d'auteurs de loin. Donc Imperial Miners, qui a été juste annoncé là et qui est alors c'est pas la suite tout à fait de Imperial Settlers, mais c'est quand même exactement le même genre de jeu. Mais si je dis que c'est pas la suite, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on remarque tout de suite, c'est que ce n'est pas le même auteur. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est pas le même auteur. Imperial Settlers, c'est un jeu de cartes dans lequel on faisait un tableau de cartes pour affronter son adversaire, ça marchait très bien à 2 joueurs. De Ignacy Trzewiczek. Exactement. C'est chez Portal, toujours, donc un éditeur. Moi, je suis souvent aussi les jeux, c'est vrai qu'on parle beaucoup des auteurs, on les met en avant, ça met en avant la culture du jeu de société. S'il y a des auteurs, c'est qu'il y a tout un aspect culturel, c'est qu'il y a de la création. Mais derrière ça, il y a aussi un éditeur qui, dans le monde du jeu de société, notamment par rapport à d'autres domaines, l'éditeur participe souvent au choix et au développement des jeux. Il y a certains cas, alors c'est plus ou moins, ça va dépendre évidemment des relations entre les auteurs et les éditeurs, mais souvent, moi je suis très sensible aux éditeurs, puisque je sais que cet éditeur-là, s'il fait des jeux que j'aime bien, j'y suis beaucoup plus sensible, en tout cas qu'à un producteur de cinéma, par exemple. Tout à fait. Oui, c'est des signatures, c'est des types de jeux qu'on retrouve avec souvent des exigences. Ça rappelle les producteurs de cinéma, tout à fait, et des années 40. Donc dans celui-là, vous retrouvez, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est pas le même auteur, mais donc pas Ignacy Trzewiczek, cette fois-ci c'est Tim Armstrong, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on va poser des cartes pour construire un tableau. Différence de celui-ci, ça se passe dans des mines de nains, et donc ça, moi c'est un thème j'adore, donc je suis hyper contente, et donc on va poser des cartes en allant vers le bas, en creusant de plus en plus profond. Ça, je trouvais ça aussi assez rigolo. Quand on pose une carte, on déclenche son effet et on déclenche l'effet de toutes les cartes qui ont été posées au-dessus. Ça aussi, j'aime bien.
Donc, ça va être à surveiller sur le long terme. Je pense qu'un jour, ça va venir jusqu'à chez nous. Il n'y a pas trop de problème. Mais pas tout de suite. Pas du tout de suite. Donc voilà, ça c'est le premier jeu dont tu voulais nous parler. Tu en as noté quelques-uns. Donc j'en ai noté plein. Il y en a plein qui ont été annoncés là d'auteurs que j'aime bien. Il y a Tanis, qui est un jeu de Phil Walker Harding. Alors Phil Walker Harding, moi j'adore. C'est-à-dire que c'est l'auteur de Super Mega Lucky Box, c'est l'auteur de Sushi Go, c'est l'auteur de Barren Park, de Gizmos, voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui sait souvent faire des petits jeux très efficaces. Oui. Et avec un design très élégant, et je suis toujours très impressionnée. Voilà, il y a beaucoup de traits dans mes phrases. Et Tanis, c'est un jeu de tile digging game, donc on va avoir une boîte avec des tuiles à l'intérieur, et on va creuser dans les tuiles comme si on creusait un coffre à parchemin, en fait, comme si on allait chercher des parchemins. J'ai aucune idée, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, mais c'est mécanique nouvelle, Phil Walker Harding, monde égyptien, enfin univers égyptien, oui. On aime bien aussi. C'est chez Eagle Griffon Game, c'est quand même pas mal aussi. Ça me fait très envie. C'est une mécanique comme Fausse Dilis. Je connais pas Fausse Dilis, Girl.game, qui est dans le chat et qui me coucou. Comment ça va bien, je connais pas Fausse Dilis. Et c'est vrai que c'est une mécanique qui a été tentée quelques fois, le digging dans des tuiles, creuser dans des tuiles. Ça n'a pas toujours été une réussite. Notamment, je pense à un jeu comme Ice. Désolé pour ceux qui l'aiment bien, mais moi, ça a été une catastrophe. J'ai essayé de faire non avec la tête pour dire non, c'est pas la peine. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'espoir sur celui-ci qui pourrait être une bonne réussite. Voilà, moi je suis toujours très sensible à Phil Walker Harding, je regarde souvent avec beaucoup d'intérêt ses jeux. Il a des recettes, il y a des choses qu'on connaît dans ses scorings notamment, on retrouve toujours un peu les mêmes scorings, mais par contre ça me parle en tant que joueur, donc un peu comme Uwe Rosenberg, c'est un auteur que j'adore. Tout n'est pas bon, j'en ai conscience, mais j'aime toujours jouer à ces jeux. Oui, n'est-ce pas, Atiwa? Et en parlant de... Atiwa là par contre, un peu moins que d'habitude, mais bon. C'est ça. Alors, Tipperary, en parlant, t'allais le dire. En parlant de Lookout Games, plus exactement, qui est l'éditeur d'origine des jeux de Uwe Rosenberg. Oui. On en a un qui n'est pas signé, mais qui est aussi signé par un auteur qu'on connaît bien, Gunther Burkhardt. Qui est l'auteur de Ulm, ULM, parce que je ne sais pas comment ça se prononce exactement, Maori, Potato Man. Il a fait plusieurs jeux, ils sont plus connus chez nous, je crois que c'est Ulm. Et c'est pareil, c'est-à-dire que ça n'aurait pas été un lookout game, celui-là je l'aurais sans doute pas remarqué, mais tous les jeux lookout, moi je regarde forcément. Oui. C'est Gunther Burkhardt, donc l'auteur, et Clemens Franz à l'illustration, donc on est dans quelque chose de bien allemand. Allez. Ça s'appelle... non, mais là on est dans... J'aime pas dire du mal des illustrateurs, donc je dirais rien. Laisse-moi faire. Et donc le jeu s'appelle Tipperary, et c'est de la pose de tuiles, comme ils savent en faire souvent, et on va devoir essayer de réaliser notre vision parfaite de la campagne irlandaise en plaçant des polyominoes. Je lis la petite phrase de BGG parce que c'est la seule information que nous avons pour le moment et qui représentera tout un tas de choses. Donc c'est juste à attendre, à voir qu'est-ce que ça donnera, mais moi je suis toujours contente de regarder ce qui nous attend. C'est un jeu familial. Pose de tuiles. Voilà, c'est marqué Family Games, illustré donc par Clemens Franz. J'insiste. Ensuite, on apprend qu'un nouveau Pfister va arriver. Oui, alors. Et là, forcément, nos yeux s'écarquillent. Mais les miens devraient s'écarquiller, mais je ne comprends pas très bien ce qu'ils font sur cette série de Great Western Trail. Je me suis perdu un petit peu dans Great Western parce que je pensais avoir les précédentes versions et en fouillant partout, non. Je me suis rendu compte que j'avais des extensions, mais j'ai pas la version argentine qui était déjà sortie sur l'univers de Great Western, et l'Argentine ne suffit pas. Ils vont faire toutes les variations sur le même thème. On a l'impression qu'ils ont décidé que Great Western était comme les Aventuriers du Rail et qu'on pouvait le faire dans tous les pays du monde. J'ai un peu du mal à comprendre. Enfin, il faudrait que j'essaye. Oui, c'est ça. Je peux rien dire. Tu as joué à la version argentine ? Non, j'ai honte. Non, moi j'ai pas joué non plus. J'ai honte, mais quand je lis les retours, en général, c'est quand même marqué que c'est passablement assez proche. Ah bon ? Oui, et là c'est pareil. C'est-à-dire quand je lis, je reconnais quand même, c'est surtout changer un contexte et quelques petites choses, mais
Great Western Trail India, j'y crois moyen, Kevin Lundand. Non, il faut que les pays qui ont une bonne équipe de rugby, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc voilà la nouvelle version de. Alors je rappelle, Great Western Trail est un très grand jeu d'Alexander Pfister qui repose sur une mécanique de deck building dans lequel vous allez être à la tête d'un ranch et devoir vendre du bétail en parcourant les États-Unis. En gros, c'est ça. Et bon, ça a l'air de tellement plaire qu'ils ont fait la version argentine et il va y avoir la version Nouvelle-Zélande. Je suis perplexe, mais on verra. Et on a un commentaire de Petit Panda, il faut le citer quand même, c'est les aventuriers du trail, nous dit-il. C'est magnifique, bravo pour ce jeu de mots en direct. Vous pouvez nous regarder en direct pour faire des jeux de mots en direct, et quand on les voit, on les lit avec plaisir. Nous avons une nouvelle version, une 4e boîte autour de Forbidden, la là série. Aussi, une variation sur le même thème. On en avait parlé avec Mathieu Despnous qui nous l'avait annoncé en avant-première à son retour de Nuremberg. Ils le feront en français également, donc vous aurez la version française chez Cocktail Games. Là, on aurait pu le mettre dans l'annonce de futures sorties et faire finalement. Voilà, c'est dans le même style exactement que Forbidden Island, que Forbidden Sky. C'est le même principe, jeu coop dans lequel vous allez essayer avec un terrain fait de tuiles, et à première vue, il va se passer des bricoles qui vont faire que ça va de plus en plus être détruit. Et là, dans l'idée, on est abandonné, on s'est écrasé dans une jungle, une planète d'ailleurs de jungle. Et on doit travailler ensemble pour survivre et retrouver un portail qui nous permettrait de rentrer chez nous. Et bien sûr, c'est ce qu'on voit, c'est que les shifts, on doit bouger les tuiles pour pouvoir activer le portail et espérer s'en sortir. C'est très, c'est comme on s'attend, Matt Leacock à la création. Et j'espère que ça sera bien. Moi j'ai bien aimé les précédents, c'est très efficace. Oui, c'est familial, c'est simple, il faut aimer le coopératif évidemment. Mais c'est des bons jeux d'introduction au monde du jeu de société, donc on est très content. Exactement. Et je croise les doigts, je l'avais suggéré à Mathieu, parce que Mathieu avait fait des vidéos incroyables sur les précédentes. Ils étaient partis dans la jungle sur Forbidden Desert. Ils étaient partis dans la jungle avec Monsieur Fall. Donc je lui suggère de réembaucher Monsieur Fall pour ça et de partir, pas dans la jungle, pardon, dans le désert évidemment, et de partir dans la jungle cette fois-ci pour ce jeu-là. Alors je vois Sherlock Holmes France qui est sur le chat, dans le chat, et qui nous annonce une nouvelle, c'est que apparemment les animaux de Baker Street ont récolté 78% des votes de la communauté ludique sherlockienne et il a gagné le prix Sherlock Games qui récompense le jeu préféré des amateurs de Sherlock Holmes. Donc je suis très contente pour les animaux de Baker Street, formidable. Il faut vraiment que je prépare des jingles breaking news, puisque si on a des infos en direct comme ça, il faut qu'on puisse les sortir. Dès qu'on aura un petit peu de temps, ça sera fait. Un dernier jeu donc annoncé à l'étranger, alors ça c'est très intriguant, c'est Neo Dream, c'est un jeu de Ivan Lachin qui a été l'auteur de quelques jeux dernièrement comme Léo Fourneau, Smartphone Incorporated qui n'est jamais arrivé en France, mais j'ai pu jouer à Mobile Market que j'avais bien aimé, et Skytopia qui est arrivé lui je crois chez nous, et en fait c'est un jeu, j'avais envie d'en parler juste surtout pour le thème parce que je le trouvais pas mal du tout. C'est un quelque chose building. Alors on a très très peu sur le gameplay pour l'instant d'information, mais ça sera un placement d'ouvriers, vraiment jeu Eurogame, dans lequel nous allons jouer des compagnies qui vendent des rêves à des gens, et donc c'est vraiment l'économie du rêve et de la vente de rêves. J'aimais bien ce thème, donc c'était assez rigolo, donc je l'ai noté, donc voilà. Vous le savez, on va surveiller ça. Moi j'ai joué à ces précédents jeux et j'ai joué à Smartphone, j'ai joué au Fourneau également, et c'est que des bons jeux dans l'ensemble. Donc c'est que des bons jeux. Moi Skytopia je l'aime bien aussi. C'est un peu plus léger mais c'est vraiment pas mal. Il y a toujours des bonnes idées. En fait ce que j'aime bien dans ces jeux c'est qu'il y a toujours quelque chose d'assez épuré et d'innovant. Il essaye toujours de faire des trucs neufs. Donc et voilà, c'était la fin pour les nouvelles de l'étranger. Alors comme d'habitude, on fait une petite pause pour vous parler de Board Game Arena. Board Game Arena, c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle on peut jouer à pas mal de jeux de société, et il y a toujours
toujours des actualités qui sont intéressantes parce qu'on est curieux de savoir les nouveaux jeux qui arrivent. Il y en a de nouveaux chaque semaine, 1 ou 2 par semaine. Et cette semaine, le jeu qui arrive, c'est à la fois Paint the Roses. Que je ne connaissais pas celui-là. Je ne connais pas du tout ce jeu. Une nouvelle page de pub pour Via Ludis. Ah, pardon, je me suis trompé d'écran. Hop, celui-ci marche mieux. Et j'ai progressé par rapport à la dernière émission. Maintenant, moi déjà, je trouve ça chouette. On voit pas notre feuille, et c'est déjà pas mal. Parce que alors, c'était moi qui étais malade la semaine dernière, et j'étais vraiment pas réveillé. Je me battais avec mon cerveau pour faire les bonnes opérations en même temps. Donc, je suis un peu plus réveillé. J'ai le temps de changer d'écran avant de changer d'image. Paint the Roses, donc c'est un jeu coopératif. Et il y a 2 jeux coopératifs qui arrivent en même temps sur Board Game Arena, parce que c'est également le cas de Tranquility, autre jeu coopératif qui est disponible. Alors, c'est une nouvelle version de ce jeu-là qui était très très chouette. Moi, j'ai vraiment bien aimé Tranquility. Je n'ai joué ni à l'un ni à l'autre, mais maintenant que c'est sur Board Game Arena, je sais comment je vais y jouer. Enfin, j'arrête pas de dire il faut que je l'essaye sur Board Game Arena. Ça doit être une des phrases que je répète le plus souvent et que je ne fais pas. Donc, je pense que je vais faire ça toute l'après-midi. Je vais jouer à plein de jeux sur Board Game Arena. Il faudrait qu'on trouve du temps pour pouvoir le faire. Plusieurs. On manque un tout petit peu de temps et nous, c'est quelque chose qu'on vit pas forcément facilement non plus. On manque un peu de temps pour jouer à tous les jeux qui nous font envie. Moi, je n'ai pas de problème de fatigue, j'ai un problème de temps. En me connectant J'aimerais que les journées fassent 48 heures, ça serait tellement formidable. Vous le voyez peut-être, mais je vois que j'ai un coup qui attend. Et effectivement, je m'étais inscrit à un tournoi et j'ai oublié d'aller voir. Donc, mon adversaire attend péniblement que je me réveille. J'avais une réputation sur mon Discord que quand on commençait des parties avec moi, elles pouvaient durer entre 3 mois et 4 mois. Donc, je ne suis pas surprise. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne les festivals qui auront lieu, j'en ai noté 2. Alors, à chaque fois, on se base sur les informations qui sont données par le site subverti.com. C'est ce qui explique la raison pour laquelle nous n'avons pas annoncé Saint-Herblain la semaine dernière. C'est que ce n'était pas indiqué sur Subverti. Si vous organisez des festivals, pensez, il y a un outil pour le faire, donc pensez à le renseigner, c'est vraiment bien. Puis ça nous permet, nous aussi, parce qu'évidemment, on ne va pas regarder toutes les pages Facebook de tous les festivals chaque semaine, ça nous permet de l'annoncer. Donc il y a un festival. Ça nous donne à chaque fois l'occasion de regarder les noms des festivals et tous les jeux de mots qui vont avec. Nous avons Sauve qui jeu. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. À Saint-Sauveur et Ramène tes jeux à Tex. C'est drôle aussi. Noyalo. Ça nous permet aussi de buter sur les noms des festivals. Et évidemment, le grand événement, c'est celui de la semaine prochaine, c'est le festival international des jeux de Cannes qui aura lieu à Cannes. Comme son nom l'indique. C'est écrit comme dans le Port-Salut, tout ça. Et c'est le moment de passer, sans transition et sans jingle, aux nouveautés, de la semaine. Les jeux qui viennent de sortir en boutique. Donc il y en a pas mal cette semaine. On sent que le Festival des Jeux de Cannes va avoir lieu. Alors il y en a un qu'on avait oublié de citer. Justement, je rebondis dessus parce que le 27 janvier dernier est quand même sorti Ibris en boutique et nous avons oublié de le nommer. Alors des fois, c'est vraiment parce que ça va pas tomber au bon moment sur moi je vais pas le voir sur la page que je consulte ou quoi, ça va nous passer à côté alors qu'on le sait, je le savais par cœur. J'ai pas arrêté d'en parler toute la fin d'année dernière. Ibris, formidable jeu hybride comme son nom l'indique d'ailleurs un peu, mais pas vraiment puisque ça veut pas dire ça, enfin bon bref, qui a à la fois un jeu Eurogame et Ameritrash avec un thème, on va dire, Grèce antique revisitée, moderne et magnifique. Graphiquement, c'est absolument époustouflant. Le matériel est incroyable. C'est un jeu de Damien Chauveau pour 2 à 4, des parties de 1 à 2 heures. Alors, il y a écrit 1 à 2 heures. Ouais, ça peut monter à plus. Ça dépend des joueurs. Ça dépend vraiment c'est du jeu quand même assez exigeant. La première partie, il y aura une bonne heure pour se faire la règle avant de se lancer. Par contre, c'est un jeu qui déclenche des amours inconditionnel. Moi, j'ai Marjorie, elle veut y rejouer tout le temps. J'ai des fans absolus autour de ce jeu. Moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, j'ai hâte d'avoir ma propre boîte. On a une info sur la suite sur le chat que je suis obligé de citer quand même. On nous informe que la suite se passera sur l'île d'Elbe et ça s'appellera Ibris Elba. Voilà. Alors, je pense que c'est un jeu de mots, non ? Oui, c'est un acteur. Tu l'avais pas ? Je l'avais pas. À précision, c'est un jeu de mots. Et merci à Étienne moi, j'aime bien, pour ce jeu de mots. Si c'était en Antarctique, ça serait Ibris la glace, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien les jeux de mots. Continuez dans le chat, c'est... voilà. Pardon, il y a C'est qui Marjorie ? Bien sûr, c'est ma compagne. Je suis désolée, j'en parle régulièrement. Pour ceux qui ne la connaissent pas sur YouTube, voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez la voir sur ma chaîne.
On enchaîne, alors on va passer plus ou moins rapidement sur les jeux. Villainous, là on passe très rapidement sur la nouvelle boîte qui sort dans la collection Villainous. Donc ça sort demain. Maintenant, on est dans les sorties qui sortent demain. Exactement. Ensuite, Zombicide, Undead or Alive. Et alors Zombicide, ils sont en fusion en ce moment. Il y a plein de boîtes qui sortent. Je n'arrive plus à suivre voilà. Est-ce qu'on est obligé de suivre? Je sais Non. Pas. Non, mais alors, j'étais pas très fan de Zombicide à la base. Oui, la première boîte, mais ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai pas fait toutes les boîtes et je sais que c'est pas toujours la même histoire à chaque fois. Et là, cette fois-ci, on est dans un univers, on le voit avec des cow-boys. Alors pour le coup, l'univers me plaît bien parce que je sais que c'est zombie cow-boy en gros, et cow-boy zombie. Ça marche bien ensemble. Ouais, c'est un truc qui marche bien. Ça me rappelle l'extension de Red Dead Redemption, le premier jeu sur PS3, donc un jeu vidéo. Et ils avaient mis une extension avec des zombies, ça marchait du tonnerre. Donc là, oui, c'est le même principe. Voilà, c'est un jeu de zombies, comme son nom l'indique, et c'est un genre à part entière. Un jeu de zombies très accessible à la base, Zombicide, avec des actions qui sont assez simples, beaucoup de dés, de hasard, très à l'américaine. Mais moi, je pense que quand on est un peu spécialiste du jeu de société, ça fait partie des jeux auxquels il faut avoir fait au moins une partie pour savoir ce dont il retourne, ce qui plaît aussi outre-Atlantique. Donc voilà, nouvelle boîte de cette licence à succès. Hellboy, le jeu de rôle, tiens, on parle très peu de jeux de rôle et c'est un gros manque sur nos chaînes. Là, voilà, je vous signale juste la sortie de ce jeu qui est illustré par Mike Mignola. C'est une bande dessinée à succès à l'origine, une série de films également. Et donc là, il y a le jeu de rôle qui sort. Oui. On enchaîne avec Hats, qui paraît enfin en version française. Ça faisait un certain temps que ce jeu était disponible en version en anglais en tout cas. Et c'est un jeu qui nous emmène dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis très sensible à cet univers-là. Moi, je l'aime bien parce que c'est un univers qui a généré beaucoup d'imagination, mais pas forcément, contrairement par exemple à des licences du type de Harry Potter, qui sont en général très très fidèles à Harry Potter ou d'Astérix, on en a parlé tout à l'heure. Quand quelque chose sort avec ces licences-là, on sait ce qu'on va avoir, on sait les illustrations qu'on va avoir, on n'a pas de surprise. Là, ici, c'est pas tellement une licence, Alice au Pays des Merveilles, tout le monde peut faire des choses avec, et du coup, ça part dans tous les sens, et à chaque fois, on a des réinterprétations, et des mécaniques qui vont ressortir autour de ces jeux-là. On avait un jeu qui était sorti pour 2 joueurs chez Space Cowboy, c'était un jeu de bataille, si je me souviens bien, sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Là, ici, on en a un autre complètement différent. Donc, c'est Thunder Great Games. Très bon jeu de mots dans le chat de Ludinat qui dit « That's plusieurs hats ». Voilà, c'était T42. Pardon, j'ai oublié de rire. C'était T42, le jeu qui était sorti chez Space Cowboy, et c'était un jeu qui était signé par Cédric Chabousti. Oui. Il y en a eu plein d'autres. J'ai joué à Wonderland's War il n'y a pas longtemps. Je l'avais loupé celui-là et j'ai vraiment beaucoup aimé y jouer. Je regrette de ne pas avoir la boîte au chalet. Ouais, c'est bien. C'est vraiment très chouette. Un petit peu surproduit à mon goût, mais très chouette. Ah, mais ils sont toujours très surproduits, les jeux de cet éditeur-là. Je cherche le nom de l'éditeur, je ne le retrouve plus de tête, mais c'est pas grave. Nous avons, et je regarde là-bas parce que j'ai Tidal Blades du même éditeur, une énorme boîte très 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 surproduite. Ah oui, qui donnait l'impression que ça allait être un très très gros jeu, puis en fait pas du tout. Exactement. Je lisais le chat en même temps, Rebentis qui nous cite Parade, tout petit jeu qui était sorti pour la version française à l'époque chez... Oula, j'ai un trou sur le nom de l'éditeur français que je cherche derrière parce que je le vois bien. Enfin, peu importe. Bref, une petite boîte de jeux de cartes qui était très chouette aussi. Le Tinoron qui dit qu'il y a un late pledge en ce moment pour Wonderland's War. Donc, si jamais vous voulez encore craquer. Est-ce que j'ai le budget? Comme il est content. C'était Philosophia. Z-Man en version d'origine, c'est un peu la même boîte maintenant. Philosophia a disparu, ça n'est plus que Z-Man. Ensuite, est-ce que tu sais exactement ce dont il s'agit de ces 2 boîtes de Nemesis? On les a reçues au chalet. Donc, je les ai reçues. Et j'ai pas eu le temps d'y jouer encore. Elles me font super peur. C'est vrai? C'est pas un si gros jeu, Nemesis. Hein, alors, c'est très rigolo parce que quand je me suis fait le résumé, là, je me suis dit, c'est pas si effrayant que ça. Mais ma spécialiste jeu KS Rebentis qui joue des fois avec moi sur la chaîne ne veut même pas lire la règle tellement elle m'a dit il y a un système de gestion des aliens qui est compliqué. Ah oui. Donc voilà. Mais par contre non, moi ça me fait très très envie. J'en ai entendu beaucoup de bien. Adam Kwapinski qui est quand même un sacré bon auteur.
Et donc là, moi, c'est ma prochaine mission, c'est d'ouvrir la boîte et de défricher tout ça. Donc c'est Funforge qui le fait en version française, c'est Nemesis Lockdown. Tu avais joué au premier Nemesis? Mais non, c'est ce que je suis en train de te dire. Ok, non, je n'ai jamais joué. Le premier Nemesis, oui, mais ni celui-là, ni le deuxième. Il n'est pas complexe. Tu vois, c'est pas plus complexe qu'un Too Many Bones, par exemple, du tout. Et en fait, c'est le meilleur jeu sur Alien. C'est un jeu dans lequel on se retrouve dans un vaisseau spatial, il y a des aliens et il faut les éviter. Si on fait du bruit, ils nous entendent, ils se rapprochent. Et on peut avoir des cartes secrètes. Et rien que ça, moi j'adore. C'est-à-dire que tu peux avoir des missions qui ne sont pas forcément les mêmes selon les joueurs. Et j'aime bien jouer avec ça. Parce qu'il y a des joueurs dont le but, c'est de s'en sortir, mais sans qu'un autre joueur s'en sorte. Donc en fait, on est tous ensemble, comme dans le film Alien, tous ensemble dans le vaisseau spatial, à se dire faut vraiment qu'on s'en sorte les mecs, faut partir dans les vaisseaux spatiaux, mais c'est pas forcément l'intention de tout le monde, et ça crée une ambiance pas possible autour de la table. C'est ça, c'est semi-coop, c'est 2 à 3 heures de partie, hein. Attention, on est sur du jeu qui demande beaucoup d'investissement en temps, en air. Oui, exactement. Ça demande un petit peu de temps, mais par contre, l'immersion était parfaite sur la première boîte. J'ai pas joué à celle-ci, donc je peux pas vous en parler, mais je suis curieux de le découvrir. Moi, j'ai pas joué à Sabika, et toi, tu y as joué. Moi, j'y ai joué, ouais. Sabika, qui est donc le nouveau jeu de German P. Milan qu'on connaît pour Bitoku, son précédent jeu, qui était légèrement visuellement agressif. Et qui était pas mauvais, hein. C'était vraiment plutôt un bon jeu, mais qui était visuellement assez compliqué. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique au niveau du thème, de beaucoup plus classique aussi sur l'illustration. C'est Laura Bévon qui illustre. J'aime beaucoup cette illustratrice. Je trouve ça très beau, son travail, en général. Et on va participer à la construction d'Alhambra, hyper classique comme thème. On joue des nobles Nasrides. C'est un jeu de déplacement d'ouvriers, et pas vraiment de placement d'ouvriers, puisque les ouvriers vont se déplacer sur une roue centrale au milieu du plateau. D'emplacement en emplacement, on va pouvoir avancer de nos ouvriers pour aller chercher de nouvelles actions un peu plus loin. Et il est plutôt très bien. Il est arrivé 2e au classement du diamant d'or justement cette année. Et moi, j'ai eu une très très bonne, j'ai un très bon premier contact avec ce jeu. Je lui reproche, comme à Bitoku, d'en faire un petit peu trop sur certaines choses. On aurait pu trancher des petits trucs qui dépassent pour que ça soit vraiment complètement parfait. Il y a des micros, enfin il y a trop de choses. Mais ça n'empêche que c'est un excellent jeu. Donc voilà, faut juste être prévenu à l'avance. Pour les gens qui détestent quand il y a des surcouches, ça peut être quelque chose qui est très rébarbatif. Moi, j'ai beaucoup aimé mes parties. On a un message de Rebentis sur le chat qui nous dit que désolé de t'avoir fait peur, c'est très, très facile Nemesis. je crois qu'elle a envie d'y jouer. Mais j'ai tellement envie d'y jouer, moi j'ai envie de refaire une soirée Nemesis, ça me plairait beaucoup. C'est pour ça. On a une extension Allemagne sur le jeu Biathlon Crystal Globe. Alors c'est pas très surprenant puisque l'Allemagne c'est l'un des pays les plus importants du biathlon avec la Norvège. Et jamais entendu parler de ça. Tu n'as jamais entendu parler de Biathlon Crystal Globe? Il était présenté l'année dernière à Cannes et c'est un jeu qui est sorti en version française, qui est distribué par Ludistri et qui nous propose une simulation du biathlon avec beaucoup de lancers de dés. Moi, je suis un grand fan de ce sport-là. J'aime beaucoup le biathlon de manière générale. Je suis toujours c'est les championnats du monde en ce moment d'ailleurs. Je suis toujours avec beaucoup d'attention ce qui s'y passe. Après, j'avais pas été enthousiasmé plus que ça par la première version. C'est distribué par Ludistri, c'est édité par Sweet November, je vois écrit ici. Et c'est c'était plutôt un chouette jeu. Il y avait vraiment des amateurs de ce jeu-là. Quand on faisait des hit parades l'année dernière, il faut qu'on reprenne ce format-là. Il était arrivé parfois dans certains classements en tête, donc il y a des joueurs qui aiment bien les jeux de course s'y étaient retrouvés. Moi, je trouvais que c'était un poil long et pas assez ludique à titre personnel. Parce que la particularité du biathlon, c'est que c'est un sport dans lequel il y a une phase de ski, où c'est vraiment de l'endurance, et une phase d'adresse. Et le mélange des deux, je trouve ça, d'un point de vue ludique, complètement surprenant et du coup très télévisuel, très amusant. On voit des sportifs qui font des longues courses et ils arrivent, ils sont complètement essoufflés. J'adore. Regarder ça à la télé, j'adore. Moi. C'est très rigolo en fait. On a l'impression, c'est comme les échecs box, tu as l'impression qu'ils ont mis deux trucs qui n'ont rien à voir dedans ensemble. Et ça crée quelque chose de ludique. Je me dis toujours qu'une adaptation en jeu de société, du coup forcément ça fonctionne. Il n'y en a pas tant que ça. Donc celle-ci a une extension Allemagne.
Alors, on signale l'extension de HeroQuest, on va passer rapidement dessus, à moins que tu aies quelque chose à nous en dire, Pénélope. Ah non, HeroQuest, mythique, incroyable, extension, voilà, très cher, trop cher. Incroyable, mais tu joues vraiment à HeroQuest? Parce que j'ai l'impression que c'est le truc de... Non, mythique, incroyable, parce que mythique, mais voilà. Le jeu, bien sûr, a vieilli. Il n'empêche que j'y ai rejoué et que je trouve que ça fonctionne toujours par rapport à ce que ça proposait et ça promettait, et surtout l'accessibilité pour des jeunes et du grand public. Je trouvais ça fou. Un gamin de 12 ans pouvait jouer à se raconter des histoires et explorer des donjons. Il n'y avait pas de règles compliquées. Il y avait vraiment 3 feuillets tout nuls. Le seul truc que justement je suis moins contente, c'est que à l'époque c'était peu cher et donc c'était accessible aux plus jeunes. Là, c'est vraiment devenu de l'objet de collection. Et par rapport au gameplay, c'est très ça n'a plus de sens de payer un prix pareil pour un jeu de cet acabit-là. Oui, c'est sûr qu'il y a mieux peut-être. Là, c'est c'est juste de la nostalgie. Ce qui est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'ils ressortent en accessible, quoi. Alors, nous indique sur le chat que ça valait 150 francs en 1992. Autre marque sur le biathlon, on nous signale qu'il y avait déjà une extension Grand Bornand que j'ai loupé, du coup je ne l'ai pas vu passer. Donc, extension Grand Bornand, c'est là où je vais au ski tous les ans. Incroyable. Mais c'est là qu'ont lieu les courses françaises du biathlon, mais du coup, l'extension, je reviens dessus, c'est important quand même, c'est le sujet principal de cette vidéo. L'extension Allemagne, elle s'appelle pas Oberhof. Ah si, c'est marqué au-dessus, piste d'Oberhof. Ok. Ensuite, voyageur du Tigre du Sud. Du Sud, mon achat. Tu l'as acheté celui-ci? Non, je vais l'acheter là. Là, je sors, je vais l'acheter. Parce que c'est demain. Mais je vais me le commander. Je n'ai pas encore. Il faut que je le fasse aussi, parce que j'ai tellement de retard. J'y ai pas joué, j'ai à peine regardé la mécanique. Je sais que pour moi, c'est un achat. Ça fait partie de ces jeux où j'ai pas envie d'en savoir trop. Je veux me conserver de la surprise. Je veux encore pouvoir jouer à des jeux que je ne connais pas avant de les mettre sur la table. Donc, Shem Phillips. Illustré par Zomico, on est dans la série la nouvelle trilogie de Garfield Games après avoir fait les Mers du Nord et les Royaumes de l'Ouest. Maintenant c'est Tigre du Sud, et je trouve le thème, les illustrations et le thème de celui-là, c'est un de mes, ça me fait tellement envie, donc moi c'est acheter direct. Je verrai après si c'est bien, je vous dirai si c'est bien, mais pour l'instant j'en sais rien du tout. Mais parfois j'ai besoin de faire des achats à l'aveugle. Oui, moi j'ai loupé toute la série, donc je vais acheter celui-là aussi. Je vais casser mon PEL, et puis c'est pas très cher en plus. Non, ils sont assez. Pour ce genre de jeu. Ouais, ils sont plutôt Fighter of the Pacific. Alors celui-ci, je ne le connais pas, Fighter of the Pacific. Par contre, je connais l'auteur, Alexandre Bonvalot, l'illustrateur, je veux dire, Franck Garibaldi, l'auteur, je ne le connais pas. Et c'est édité par Don't Panic Games. Donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. Je vois également le logo de Capsilum Games sur la couverture. Moi, je me suis renseignée dessus dans le cadre de mes émissions mensuelles où je présente tous les jeux qui sortent dans le mois. C'est un jeu de bataille d'avion, mais vraiment littéralement. C'est-à-dire qu'on a un plan devant soi avec des petits avions on va déplacer nos avions, on va tirer sur l'ennemi dans des zones de tir devant chacun de nos avions. On va avoir des mouvements possibles, comme retourner son avion, passer en dessous. Je crois qu'il y a vraiment 2 étages, on peut être en dessous ou au-dessus. Mais c'est graphiquement, faut vraiment imaginer quelque chose d'assez basique. D'accord. J'aime bien la pochette d'ailleurs, je trouve qu'elle a un petit peu à l'ancienne. Mais le plateau est c'est très austère. On est vraiment dans du jeu de wargame en fait, à la limite du wargame. C'est de la bataille, pas navale, mais bataille aviatale. Je sais plus comment on dit. Aérienne. Oui. On passe très rapidement sur l'extension Sherlock du cliché du siècle. C'est un jeu qui a beaucoup d'extensions, finalement. Ça me surprend, moi, en fait, qu'il y ait autant d'extensions qui sortent sur un même jeu. Mais bon. Après, c'est vrai que c'est un jeu on peut en faire facilement, mais bon. Demain, tu m'as tué, c'est un jeu très original qui sort chez Yellow, dans la gamme Yellow Expert, avec un graphisme, moi, qui m'attire tout particulièrement. Oui. Un jeu qui va jouer avec la temporalité. Je crois qu'il y a plusieurs plateaux différents sur lesquels on va se déplacer, on pourra influer sur l'un ou l'autre. Oui, et c'est pas du tout... Moi, c'est marrant parce que quand j'ai vu la pochette, j'ai vraiment cru que c'était un jeu narratif avec un fort univers. On est dans quelque chose de totalement abstrait. Oui. C'est un jeu limite dans un genre pas échec, mais
C'est avec 3 plateaux et c'est très très abstrait. On va déplacer son pion. C'est vraiment de la enfin voilà, du jeu abstrait à réflexion un peu. Et ça a l'air vraiment malin. Hein. Ouais. Bon, on va découvrir ça, il faudra qu'on y joue. Hein. On l'a vu sur plusieurs festivals, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc on a hâte d'y jouer. Starship Captain, c'est un jeu qui était présenté à Essen l'année dernière. Moi, j'y ai pas joué. J'ai tourné autour du salon. Je joue très très peu sur les salons. Donc je suis resté longtemps en me demandant si je l'achetais à l'aveugle. Et je me suis dit, bah non, il sortira chez Yellow. Et du coup, je suis parti avec un sentiment à la fois de c'est bon, je suis quelqu'un de sérieux, je prends pas tous les jeux à l'aveugle. Et en même temps de, mais à quoi ça sert que j'aille sur Essen si je prends pas les jeux à l'aveugle? Donc vous voyez les deux personnages, le petit démon et le petit ange qui tournaient autour de ma tête et qui m'ont donné mal au crâne pendant Essen. Tu y as joué, donc du coup, ce sera plus intéressant que ce que je raconte. J'y ai joué à Starship Captain. C'est un jeu où on va être aux commandes de son vaisseau, partir de planète en planète, etc., etc. Avec un système de sélection d'action très original que je vais avoir beaucoup de mal à résumer sans que vous voyez l'image, mais avec une gouttière, les ouvriers reviendront dans votre pool, votre espace disponible à la queue leu-leu. Vous allez les jouer, puis ils vont se mettre à la queue leu-leu dans une petite gouttière et vous les récupérerez voilà, je peux pas vous l'expliquer comme ça, mais c'est très très malin. J'ai trouvé le jeu un poil décevant par rapport à ce que j'en attendais. Je me disais, la mécanique est chouette et tout, puis je sais pas, il y a un truc qui était un poil bon, il faudrait que j'y rejoue. Il y avait 2 jeux qui étaient présentés, sans doute plus, mais chez CGE, il y avait 2 gros jeux, et l'autre était dans un château avec une application, si je me souviens bien, qui m'avait impressionné. Devil, merde. J'ai plus le nom. The Devil. Mince, j'ai plus le nom. Mais en plus, le jeu est juste là, mais trop loin, il est derrière une chaise, donc je ne le vois pas. Mais Deal with the Devil. Merci Étienne Roussel. Et que j'ai pu jouer à Essen également. Pire présentation de jeu de l'univers et de l'espace par un animateur complètement peu concerné par ce qu'il était en train de faire. Moi, alors j'ai eu un vrai problème avec ce jeu-là. J'en attendais beaucoup parce que c'était l'auteur de Potion. Oui. Pas de Potion Explosion, mais de. Voilà, j'ai tout qui Alchimiste. Rien. Alchimiste, voilà. Et le problème dans ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation avec le téléphone. Énormément de manipulation avec le téléphone. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Et du coup, Deal with the Devil souffre d'un vrai problème de manipulation, etc. Mais vous verrez ça. On verra s'il arrive chez Yellow également. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas cette semaine. Echoes, le violon, 5e extension, je crois. 5e, c'est pas des extensions, ce sont des stand-alone. 5e proposition de jeu dans lequel on va jouer avec l'audio. Il y a plusieurs jeux sur lesquels on fait des enquêtes audio. Moi, j'aime beaucoup Trax. J'aime beaucoup moins Echoes dans la mesure où c'est vraiment du puzzle. Echoes, on écoute et on met dans l'ordre. Trax, on vit un peu plus la chose. Le seul truc que j'aime bien dans Echoes, c'est que c'est un jeu, je peux le mettre dans la voiture et je décris les objets à la personne qui est en train de conduire et on joue dans la voiture avec le son. Ouais. Et elle a pas besoin de... Enfin voilà, le conducteur n'a pas besoin de voir les objets, il écoute le son et il fait le puzzle dans sa tête et tout, c'est assez... Mais à part ça, c'est vrai que si on n'a pas la voiture, c'est moins intéressant. Mais c'est une bonne idée, faire des jeux en voiture, des fois c'est pas toujours les meilleurs jeux qu'on joue en voiture, mais on a du temps libre. Le Colosse Mécanique, c'est un petit jeu. Il y en a beaucoup cette semaine. J'enchaîne les présentations. C'est un petit jeu de tuiles coopératif dans lequel on compose d'abord un labyrinthe et après il va falloir s'en échapper. Et il y a plusieurs modes de jeu à l'intérieur. On peut y jouer en coop, on peut y jouer en affrontement également. Pas joué à celui-là. Lost Empire, celui-ci je le connais pas du tout. Déjà le prix des jeux, mais si en plus faut acheter une bagnole, pardon. Désolé. Oui, Lost Empires, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est Colossal Games, donc ça fait partie de l'écosystème Matago également. Celui-ci, je ne le connais pas encore, donc on ne pourra pas vous en parler plus en détail pour l'instant. Ah bah voilà, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Non, sur pas sur celui-là. Par contre, Make a Dream, là je peux vous en parler. Vous pouvez aller rechercher le jeu, il y a plein de chaînes qui ont déjà fait 1 ou 2 vidéos dessus, mais j'ai pas eu le temps de les regarder. Là, vous voyez qu'on n'a pas évidemment regardé une vidéo sur chaque jeu, on n'a pas lu les règles de chacun d'entre eux, il y en a un petit peu trop dans cette rubrique-là, on vous les signale, et ensuite on vous parle de ceux qu'on connaît plus particulièrement, et c'est le cas de Make a Dream, qui est un jeu qui est signé par Anthony Guilaine et Thomas Dupont, un jeu dans lequel on va fabriquer une usine à rêves pour des robots qui font des rêves, donc le thème est rigolo. Moi, j'aime bien les graphismes, il me plaît bien. Les graphismes étaient très sympas en 3D isométrique.
Quand le plateau est posé devant soi, il y a un petit effet d'optique assez rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. Et très jolie, justement, édition. J'ai trouvé que le matériel était très joli et donnait envie de jouer, en tout cas. C'est un jeu initié dans lequel on va acheter des machines, on va les mettre sur notre plateau roulant de fabrication et du coup il va falloir un certain nombre de tours pour les fabriquer. Ça fait partie de ces jeux dans lesquels on va jouer avec le temps. C'est une mécanique que j'aime bien de manière générale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accélérer la fabrication de nos petites machines pour essayer de les avoir rapidement, de pouvoir en profiter, de scorer des points de victoire. Donc il faut acheter des ressources, il faut acheter du temps et il y a un aspect course aussi qui rentre en compte parce que j'avoue que toutes mes premières parties je les ai faites en essayant de battre mes adversaires au temps à la course. Et ça marche plutôt pas mal quand les tuiles s'y prêtent, mais ce ne sera pas toujours le cas. Ça dépendra de l'arrivée des tuiles. C'est très accessible. C'est vraiment pour découvrir. C'est un petit jeu de gestion, on va dire, mais très accessible. Oui. Voilà pour les sorties de cette semaine. Il y en a plein. Ça en fait pas mal. N'hésitez pas à nous dire les jeux qui vous attirent plus particulièrement. Donc vous commentez cette vidéo, vous nous laissez un commentaire en nous disant cette semaine, moi par exemple, je vais acheter et puis vous nous faites la liste. On est curieux de savoir les jeux qui vous intéressent plus particulièrement. On a noté que pour Pénélope, évidemment, il y avait Voyageurs du Tigre du Sud. Donc, moi, il m'intéresse beaucoup aussi. Hein. Et Ibris, mais qui est déjà sorti le 27 janvier. Donc c'est pas à la semaine. Mais alors, en ce qui me concerne, il y en a pas mal qui m'attirent vraiment. Il y a Hats, on a de la chance, on l'a au chalet. J'aimerais bien rejouer à Nemesis, je vous l'ai dit. J'ai toujours pas joué à Sabika, donc j'aimerais bien le découvrir également. Voyageurs du Tigre du Sud, du coup, j'ai très envie de le découvrir. C'est vrai que cette semaine, il y a plein de bonnes choses. Compliqué. Tu m'as donné envie avec Starship Captains, malgré le fait que tu n'es pas complètement convaincu. Le système mécanique de gouttière, là, tu as éveillé mon attention. Oui, c'est très rigolo. Il faut que tu regardes. Mais je l'ai, je pourrais l'amener au chalet pour t'y faire jouer en avance. Ah bah non, il sort là. Donc, oui, il va sortir. Celui-ci, je ne l'ai pas encore, mais les autres, je les ai déjà au chalet, donc on aura l'occasion d'y jouer assez facilement. Encore faut-il trouver le temps pour jouer à tous ces jeux-là. Et nous passons au Kickstarter. Oui. Enfin, Kickstarter. C'est terrible, j'arrête pas de dire Kickstarter, au financement participatif qui sont sur diverses et autres plateformes variées. Voilà. Exactement. Et pas seulement sur Kickstarter. Mais on peut pas s'empêcher de dire les KS. Et on va commencer par un qui est pas du tout sur KS et dont on a fait une vidéo et dont on a largement parlé et dont j'ai fait une partie de presque 6 heures hier. Dans un état de santé variable, on va dire. C'était compliqué. Je remercie encore Rebentis de m'avoir tenu compagnie toute l'après-midi. Mais ça va. Oh. Ta voix est assez claire aujourd'hui, je trouve. Ouais. Donc, parce que moi, je ne suis pas mouchée une seule fois pour l'instant. J'ai une voix de nez bouché assez forte. C'est pas idéal, mais bon. Je suis légèrement quand même un petit peu plus rocailleuse que d'habitude. Voilà, donc c'est Undertow, la campagne qui a été largement financée en 32 minutes. Qui est donc d'actu. On va pouvoir préciser juste un truc qu'on n'a pas dit dans la grande vidéo. Donc il y a une vidéo sur la chaîne d'un monde de jeu que vous pouvez aller regarder. On a fait avec Jube. Oui. Et qui décrit tout à la perfection. Donc vous aurez cette vidéo, elle explique tout ce qu'il y a dans la boîte. 5 personnages supplémentaires, la boîte d'Undertow qui est donc un stand-alone du jeu Too Many Bones. Vous pouvez y jouer. Vous n'avez pas besoin de la première boîte avec 2 personnages, donc c'est que pour 2, mais avec des personnages que vous achetez à part, vous pourriez y jouer à plus. Il y a une boîte, et alors c'est là que je voulais préciser, parce qu'on n'a pas assez insisté dessus dans la présentation vidéo, il y a 2 extensions qui sont 40 Days in Daelor et Age of Tyranny qui sont achetables, qui sont pledgeables dans ce financement participatif. Mais attention, ils ne sont pas compatibles avec Undertow. Enfin, en partie pour l'une des 2 boîtes, pas du tout pour l'autre. Et c'est vraiment des extensions pour la boîte de base de Too Many Bones. On a vérifié ça hier en long, en large et en travers. Donc il y a, faites attention si vous pledgez, un tableau tout en bas du projet qui vous permet de savoir avec quelle boîte est compatible quoi. Alors, sachant que c'est que ces 2 boîtes-là qui posent éventuellement des questions, mais tous les personnages sont compatibles avec tout. Undertow est entièrement compatible avec Too Many Bones, c'est-à-dire que vous pouvez quasiment mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur, sauf c'est les cartes événements en fait, c'est les cartes d'aventure. Et celles-ci, dans les extensions, elles sont compatibles avec la boîte de base. Et on l'a pas dit dans la vidéo, donc il faut pas que vous fassiez d'erreur.
Oui. J'ai trop confiance sur ce coup-là, comme on le fait sur Oath soit Broken d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est Étienne Roussel qui commande ça. J'ai pas vu la possibilité de prendre la boîte de base dans le pledge. Si, il suffit de descendre tout en bas et en fait, si vous prenez quoi que ce soit comme pledge, vous avez des options que vous pouvez prendre en plus et vous pouvez fabriquer votre pledge en fait. Et voilà, c'est Tyranny, c'est ça, et vous avez la boîte de base possible. Alors sachant que la boîte de base est déjà sortie en boutique et que j'ai vu des gens dire c'est dommage que ce soit pas compatible, etc. Alors il faut comprendre, pour la petite explication, que les extensions étaient sorties avant Undertow, mais qu'elles n'étaient pas arrivées chez nous, que tout a été livré, que ce jeu est un jeu vraiment de niche, Too Many Bones, c'est pas du tout un jeu qui s'adresse à un grand public, et c'est des fans qui attendaient la suite, et donc c'est des boîtes qui sont très attendues par les gens qui ont déjà la boîte de Too Many Bones, et donc c'est une vraie proposition assez cool de la part de Lucky Duck de nous les proposer et de pouvoir avoir ces boîtes-là en français. Mais effectivement, faut pas croire que si vous achetez ces boîtes d'extension, ça sera compatible avec la boîte d'Undertow. Voilà, donc ça c'était, on vous en a parlé en long, en large, en travers dans la vidéo consacrée, donc vous avez toutes les informations nécessaires pour le découvrir. Ensuite, tu as repéré un jeu. Donc, oui, alors là on va aller très vite là-dessus. Il y a peu de projets aussi cette semaine, assez peu de nouveaux projets. J'en ai très peu vu également. Il y a beaucoup de jeux qui sont toujours présents, donc on vous a parlé les semaines précédentes, et tant mieux, à la limite ça nous fait une semaine, comme il y a beaucoup de sorties, on a passé du temps dessus, on va passer plus vite sur les Kickstarter. Alors, Eyes of Zamrock, qui a un nom qui pourrait être aussi pertinent que la légende de Zagor. C'est un jeu, en fait, épique, comme ils disent, fantasy générique au possible, dans lequel on va vivre, soi-disant, Alors, c'est pas tellement des aventures. Si j'ai bien compris, c'est plutôt un jeu Eurogame où on va avoir plutôt du placement d'ouvriers, des choses comme ça. Mais il y a une partie histoire, en gros, le monde j'ai mon nez qui se bouche en même temps que je parle, c'est formidable. Il y a le monde qui a un petit peu, qui a sombré dans le chaos, et nous allons essayer d'être celui qui va accomplir la prophétie qui avait été annoncée, qui va sauver le monde. Et pour accomplir la prophétie, il faut construire une tour suffisamment grande pour détruire le mal sur l'univers. Donc il y a un côté jeu à l'Eurogame et un côté jeu fantasy avec un thème, etc. Mais pas de narratif, pas tout ça. Donc c'est pas du tout, contrairement à ce que la boîte pourrait laisser imaginer ou quoi. On voit d'ailleurs avec les plateaux joueurs qu'on est plutôt sur quelque chose de euro. Et bon, après avoir regardé ça en long, en large, en travers, je peux pas dire que je sois très impressionné par le produit et que je me dise que c'est le pledge de l'année. Ça m'a l'air d'être assez générique et un poil compliqué pour ce que c'est. Mais après, j'ai pas été plus loin que de parcourir le projet. Voilà, donc c'est le Kickstarter qu'on a trouvé. Il y en a un deuxième quand même sur lequel on voulait insister un petit peu. C'est un jeu que vous allez pouvoir découvrir sur Cannes si jamais vous allez sur le Festival des Jeux, puisque l'éditeur sera présent. Il aura un stand. Il s'agit de The Detective Society. Alors, c'est un jeu d'enquête qui va se dérouler en plusieurs épisodes et assez immersif, qui passe par voie postale et dans lequel, alors l'éditeur nous a précisé, j'ai échangé un petit peu avec lui, vous allez pouvoir interagir sur pas mal d'éléments différents, vous allez pouvoir envoyer des mails, vous allez pouvoir discuter. Ça utilise vraiment, le voyez ici, le smartphone pour vous amener une expérience qui est, j'allais dire innovante, mais ça l'est plus tellement, puisqu'on a eu beaucoup de jeux qui ont fait appel maintenant au smartphone, à toutes les interactions que l'on peut avoir. En fait, ça reprend l'idée du fait de pouvoir communiquer avec des gens par SMS. Alors, pas des gens autour de la table, des gens qui seraient des bots. Alors, j'ai très peur de ça, tu sais pourquoi ? Nous avons fait le jeu auquel nous avons joué au chalet avec Aline. Tandis que tu étais voilà, et qui avait cette même idée, et j'ai peur que ça passe par le même système de bots et de voilà. Donc ça peut être le genre de jeu. On va expliquer quand même. Tu as joué à l'un des jeux de cette catégorie-là et ça fonctionnait pas tout simplement. De ce genre-là, c'était Opération Eclipse qui était sortie chez Origames. L'application n'a juste à planter, et en fait quand ça plantait, il fallait tout recommencer du début. Et parfois ça ne marchait même pas. Donc ça m'a posé un vrai problème parce que ça a planté sur 2 téléphones. Alors c'est pas ce jeu-là, on précise, c'est pas celui-ci. C'est pas ce jeu-là. C'est juste que le système, c'était avec ce système de dialogue en fait, parce que les applis, il y a pas tellement de raisons que ça plante. Hein. Là, c'est le système de dialogue via des bots sur des applications de messages telles WhatsApp. Je ne sais pas si c'est suffisamment au point pour que ça ne soit pas
si vous perdez une connexion, voilà, ça demande de la connexion Internet en plus en fait, tout simplement en plus d'une appli, ça demande une connexion Internet. Et si jamais ça plante, et j'espère que c'est bien fait, parce que moi, voilà, il y a Fred Laloutre qui dit: on a eu une couille sur Opération Eclipse à la fin également, c'était rageant, t'as envie de jeter la boîte en l'air. Moi, ça a été vraiment compliqué parce que ça me fait vraiment genre on a perdu toute la partie. Et c'est très très mais encore une fois, voilà, c'est pas le même parce jeu, que moi j'en ai fait quelques-uns des jeux de ce type-là et j'ai jamais eu de problème. Alors tu as tout à fait raison de raconter cette expérience-là sur cet autre jeu, mais celui-ci, il faudra qu'on y joue forcément pour se rendre compte de comment ça fonctionne. C'est juste que là, ça repose sur ce même truc de messagerie et il faut que je ne sais pas comment ils vont s'appuyer dessus et comment ils ont travaillé dessus, mais de ce que j'en vois, c'est pas encore complètement quelque chose qui est maîtrisé. Donc il faut qu'ils travaillent, que tous les éditeurs travaillent à bien maîtriser leur sujet avant de proposer des jeux. Moi j'adore ce genre de propositions. Par contre, je suis fan. Insistons dessus, l'idée elle est géniale parce que c'est vrai que quand ça marche, quand vraiment on a l'idée, tiens, faut que je compose ce numéro. Moi j'en ai fait quelques-unes comme ça d'enquête et ça marchait vraiment très bien à chaque fois. Je compose le numéro, je reçois le message, il y a un petit côté magique, on est vraiment directement plongé dans l'aventure. Donc on aura l'occasion, puisque l'éditeur est présent sur Cannes, on aura l'occasion de discuter avec lui, d'échanger, de lui poser la question. Voilà, on verra si on trouve le temps de le croiser. On peut lui proposer de passer en live d'ailleurs, c'est possible sur nos différents formats. Alors moi j'ai noté plusieurs choses. J'ai noté déjà Summoner Wars saison 2, c'est une annonce donc j'ai pas d'image à vous montrer. Mais Summoner Wars c'est un des meilleurs jeux d'affrontement de figurines sans figurines, puisqu'on va jouer directement avec les cartes. À un moment, tu es en pleine forme toi aussi. L'éditeur s'est dit on va juste poser les cartes sur le plateau et puis on va les déplacer. Génial. C'est aussi simple que ça. Ça nous permet aussi de les lire au fur et à mesure. Ce jeu vieillit tellement bien. Je suis éberlué c'est vraiment toujours aussi efficace, quoi. J'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps, ça marche toujours très très bien. C'est un très très bon jeu. Il a eu plusieurs vies en français, et actuellement c'est Matago qui le diffuse. Et on nous annonce une nouvelle Breaking news Kickstarter le 21 février, donc ça va arriver rapidement, avec 8 nouvelles factions et mercenaires. Et on aura la possibilité de faire le all-in avec les 18 factions. Donc c'est des bonnes nouvelles parce que c'est des jeux qui concernent quand même une niche. Malgré tout, il n'y a pas tant de joueurs que ça, même si beaucoup de joueurs l'aiment bien. Donc Kickstarter, ça sert à ça aussi, à pouvoir se procurer des jeux de société. Alors, RJE Café dans le chat qui breaking news, les dates de Vichy viennent d'être annoncées. Pour le grand public, ça sera du 22 au 24 septembre. Pour les professionnels, du 17 au 19 septembre. On vous donne rendez-vous pour les professionnels, parce que nous, on sera de ce côté-là plutôt. Oui, plutôt. Et toi, tu as noté un jeu de société, ça m'intéresse beaucoup aussi, parce que je vois écrit John Declare. Oui, alors, ça fait rire Antares, je mets exprès la main sur l'oreillette quand le chat me donne une breaking news. Oui, alors moi j'adore John Declare, j'ai un faible pour cet auteur que je trouve toujours a le sens des jeux avec assez épuré et tout. Et là, il va être l'auteur derrière The Last Kingdom, le board game, donc qui est un jeu à licence sur la série The Last Kingdom. Je n'en ai jamais vu un seul épisode, je suis absolument pas capable de vous expliquer ce qu'est cette série. Je n'ai aucune idée de ce que sera le jeu. C'est écrit que ce sera un jeu de stratégie, de guerre et de politique, donc j'ai envie de croire qu'il y aura de la majorité ou du contrôle de territoire, des choses comme ça. C'est basé sur la série Netflix, donc The Last Kingdom, mais moi j'aime beaucoup cet auteur, donc ça va être un Kickstarter qui va être lancé bientôt. Vous pouvez être prévenu du lancement en allant sur la page qui est à votre écran. Voilà, je crois qu'en plus j'ai dit que j'ai pas vu, mais je crois que la tête de l'acteur principal me dit quelque chose et qu'il y a un certain temps j'ai regardé 1 ou 2 épisodes et que c'était pas mal. Tellement d'informations en même temps. Cette fois-ci, on a fait le tour des Kickstarter très rapidement. Voilà, on a fait le tour de tout. On va passer cette fois-ci à la question. Donc, je vous avais dit que je voulais prendre en photo les différentes étagères et j'ai absolument pas eu le temps de le faire. C'est bête, hein, c'est des petites choses, mais on a tout de suite envie de faire bien les choses, de prendre la caméra, de calculer comment on le fait, de prendre le stabilisateur et j'ai pas du tout le temps dans ma semaine. Donc, je le ferai une prochaine fois. Vous aurez l'occasion de découvrir notre ludothèque. La question qui vous était posée cette semaine, c'est le nombre de jeux que vous avez dans vos ludothèques. C'est rigolo, c'est des petites questions d'ouverture qui sont assez amusantes parce que ça nous permet de voir notre passion du jeu, tout simplement, comment on le vit,
quel temps on y consacre, quel budget on y consacre éventuellement, mais quelle place aussi dans nos appartements, et ça va dépendre évidemment de l'endroit où on habite. Nous, on a un avantage par rapport à toi, Pénélope, c'est qu'on est à la campagne et qu'on a 2 maisons à remplir, donc ça aide un petit peu. Oui, c'est sûr, ça aide. Chez moi, c'est un peu plus serré. L'inconvénient, c'est que forcément, il faut les payer, ces 2 maisons. Donc, ça m'empêche de. Ça fait le budget est plus en budget maison, on va dire, qu'en budget jeu, presque. Mais on ne sait pas combien de jeux. À combien s'élève ta collection? Ah oui, tu ne sais pas. Ah, non, moi, je crois que je suis à 410, 420, donc 46 mètres carrés. Ça fait donc 420. Ouais, j'ai 10 jeux au mètre carré. Ah, et ça fait beaucoup. Ben nous, on répétait souvent qu'on en avait 5000, mais ça fait des années qu'on dit ça, donc ça fait plus, je pense. Mais je n'ai aucune idée du nombre de jeux dont on dispose. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme de les compter. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, tiens, je vais compter, il faudrait le faire par pièce. À un moment, on se donne une pièce chacun et on compte tous les jeux qu'il y a à l'intérieur et on regarde le nombre total. Est-ce que c'est une information qui nécessite qu'on y consacre du temps? J'ai un doute quand même. Vous aviez de compter le nombre de jeux dont on dispose? Ah si, c'est important. Moi, je veux savoir. Mais moi, tous les chiffres, j'aime. Donc, Et après, il y a un côté légendaire. Tu sais, quand on ne sait pas, les gens s'imaginent qu'on en a 200 000. Si je compte et que je me rends compte que j'en ai moins que prévu, je serais déçu. Hein. Donc voilà les résultats de cette enquête. Vous pouviez répondre le nombre de jeux. Si vous en avez moins de 50, vous êtes 19% à avoir moins de 50 jeux. On fait un petit clin d'œil à Corentin Lebras qui essaie de n'avoir que 50 jeux dans sa ludothèque. Il y en a quand même 2% qui en ont plus de 1000. Et on les aime, ceux-là. Ouais. Ben, après, bon, ben voilà, il faut de la place. Les zinzins. Enfin bon, déjà, à partir de 250, je considère on fait partie des zinzins. Moi, je me considère clairement parmi les zinzins. Donc toi, tu es dans la 3e catégorie de 250 à 1000 jeux. Après, nous, en ce qui nous concerne, on n'a plus tellement de budget jeu. On a un très petit budget, un peu pour Kickstarter éventuellement, mais on en achète assez peu dans la mesure où on les reçoit pour beaucoup. Donc c'est aussi un petit côté musée d'une certaine manière. On garde les jeux, on a envie de les garder, ça nous permet de les ressortir. Et puis quand les gens viennent au chalet, de pouvoir jouer à peu près ce qu'ils veulent. C'est l'intérêt d'avoir une grande ludothèque aussi. C'est un résultat assez attendu. C'était à peu près ce que j'imaginais. Peut-être un peu moins de 50 jeux. Et un peu plus de 1000 jeux. Je pensais qu'il y avait plus de zinzin. 2% quand même, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sachant qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont participé, donc je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais j'avais vu 400-500 personnes. Là, je peux pas vérifier. Donc on est à 8, il y en a 8 ou ça fait une petite dizaine de gens qui ont plus de 1000 jeux. Voilà, donc c'est rigolo de regarder ces chiffres-là. C'est toujours une expérience qui est un petit peu particulière parce qu'à 50 à 250 jeux, est-ce que c'est le nombre qu'il faut avoir? Parce que pendant une période, il y a des personnes qui estimaient mais il faut en avoir autant, au-delà, ça ne sert plus à rien. De toute façon, vous n'y jouerez pas. Donc, quand vous rentrez un jeu, il faut le sortir de sa ludothèque. C'est une façon de voir les choses. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un rapport à la place dont on dispose. C'est aussi simple que ça. Exactement. Et puis, ça, c'est en fait, c'est vrai et faux parce qu'à ce moment-là, ça fait que si vraiment c'est que ceux où on joue, c'est même encore moins que 50. Enfin, on joue à des jeux, mais ils vont. Le principe, c'est aussi de garder les objets pour la mémoire et puis l'envie. Enfin, c'est comme si je devais jeter tous mes livres si je les lisais pas tout le temps, quoi. Les bibliothèques, c'est joli. C'est joli. Moi, j'aime bien mon étagère à jeux. Ne me forcez pas à jeter mes jeux. Je ne saurais pas dire le nombre de jeux que j'utilise, en fait. Je ne saurais pas vraiment répondre. Mais nous, dans la catégorie jeux d'ambiance, par exemple, auquel on joue régulièrement, en avoir 3, il y a un côté hyper répétitif. Donc, on n'a pas envie d'en avoir plus de 3. J'ai des exemples comme des jeux tels que Agent Trouble. Je ne sais pas si tu vois ce jeu qui était sorti chez Gigamic il y a quelques années. Je le sors une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Je ne joue pas tout le temps, mais je suis content de l'avoir. Il ne fait pas partie de mes jeux de chevet d'une certaine manière qu'on sort en permanence. Je suis content de l'avoir à un moment, de se dire tiens, on referait bien un Agent Trouble, on referait bien un Secret Hitler, un jeu qu'on sort régulièrement. Ça peut nous arriver de se dire tiens, Loup-garou, on n'y a pas joué depuis 10 ans, on referait bien un Loup-garou. C'est des objets de décoration également, c'est beau. Sur une étagère, moi j'aime bien mes étagères comme je dis, et quand je regarde les jeux et que je vois les jeux que j'aime bien, qui sont vieux, que tout ça, ça me tient compagnie, comme des livres, comme des... Exactement. Voilà. On a reçu cette semaine, il y a quelques semaines, la nouvelle version de Skull and Roses, qui est un jeu que j'avais adoré, qui avait gagné l'As d'Or en 2011, et auquel je me suis dit, mais ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas joué à Skull and Roses. Celui-là, ça me donne l'occasion, rien que de le voir revenir, ça me donne l'occasion de le ressortir. Là, je ne vous parle que des jeux d'ambiance, et je pense que j'en ai facilement 200, 250 qui rentrent dans cette catégorie-là. Après, il y a les gros jeux qu'on va garder. C'est vous dire s'il y a de l'ambiance au chalet.
Non, il y en a plein. Donc voilà, le nombre de jeux idéal, il est très très difficile à définir. Il est mouvant, ça va dépendre des périodes. Et puis il y a les jeux auxquels on est attaché aussi. On est content de les avoir, même si on n'y joue pas souvent. Alors la prochaine question, qu'est-ce qu'on leur demande ? Alors la prochaine fois, donc on reviendra du festival, il n'y aura pas donc d'émission d'infos la semaine prochaine, mais vous aurez plein d'autres choses, donc vous ne serez pas privés. Quand on reviendra du festival des Jeux de Cannes, il sera question de vous poser des questions éventuellement sur comment vous avez vécu le festival. Donc à voir si on pose une question directement dans Instagram, dans la mesure où c'est plus difficile d'avoir des réponses précises. On a 4 options quand je vous fais un sondage comme ça, donc c'est très, très facile. Peut-être que je vous demanderai les jeux que vous avez découverts. Quel est votre jeu du salon par exemple ? C'est une question qui Celui qui vous a marqué, pas forcément le meilleur, celui qui vous a marqué. Donc vous aurez l'occasion de taper directement votre réponse et puis nous on fera un petit tour et cette fois-ci on regardera donc plein de réponses différentes. J'aime bien cette question. Ça peut être amusant d'avoir des retours sur quel est le jeu vraiment qui vous a tout particulièrement attiré l'œil. Et puis nous, forcément, on va se retrouver sur Cannes. Donc, on a commencé à remplir notre emploi du temps. Voilà. Je vais repasser sur mon écran principal. Ça se remplit activement. Donc à première vue, juste après l'ouverture, parce que nous allons faire bien sûr notre cérémonie d'ouverture du Twitch jeudi. Voilà, aux alentours de 10h on avait prévu. Oui, on avait prévu ça à peu près. 10h le jeudi, on vous attend tous avec le café, sachant que, je tiens à le dire, j'aurais pris le train de nuit. Oui, et puis ça sera très léger. Nos lives du Festival des Jeux de Cannes, on va s'adapter à ce qui se passe. Donc c'est vraiment un live durant lequel on regardera ce qui se passe, on verra. Il y a des gens qui vont frapper à la porte du bureau, qui vont nous envoyer des SMS. Est-ce que je peux passer ? Je suis dispo. Et puis nous, on pourra dire tout à fait oui, viens. On sera en train de parler d'autre chose. Il y a des gens qui nous feront des petits coucous, qui resteront pas. C'est pas pareil que si on était sur le salon lui-même. Il faut se déplacer, il faut venir au bureau. Donc c'est un peu fastidieux peut-être pour certains, mais n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez envie de passer nous voir, évidemment, il faut nous prévenir avant. Mais n'hésitez pas, on Fred sera Laloutre ravis. qui dit je peux passer, je suis dispo. Ah bah écoute Fred, avec plaisir. Moi avec grand plaisir et notamment j'ai demandé à plusieurs personnes qui sont à l'aise avec les caméras notamment de venir. Donc Fred qui travaille chez Ludovox est très à l'aise avec les caméras aussi, donc il n'y a pas de souci à l'accueillir et de pouvoir discuter ensemble sur certaines de ces sessions. Tout à fait. Donc après l'ouverture, normalement nous aurons BlackRock en premier invité. Oui. Si c'est toi qui as noté ça. Avec Damien. Avec Damien, il y aura Synapse avec un point d'interrogation, donc pas sûr. Si, c'est validé, Synapse Game. Vous nous verrez peut-être avec Barrick déambuler dans les allées du festival. Elle m'a confirmé que ça pourrait être dans ces moments-là, c'est-à-dire les heures de déjeuner. Vous nous verrez passer rapidement avec une caméra pour filmer, pour que ça soit diffusé un peu plus tard sur la chaîne. Ça peut être rigolo. Il y aura Lucky Duck dans l'après-midi. Oui. Et ça se terminera par Damien Chauveau et Ibris, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et peut-être un trafin, mais ça c'est à confirmer. Donc voilà, l'après-midi, on a encore peut-être un peu de place parce qu'on a un gros créneau sur Lucky Duck qui est plus important que ce qu'on va faire. Et là, dans ces cas-là, quand on quitte le live, on vous mettra des écrans d'attente. Ça ne sera pas en permanence, mais il y aura assez régulièrement. Ça nous permet aussi d'improviser aussi sur place avec. Exactement. N'hésitez pas. Hein. Oui, Johan Levet, on compte sur toi pour. Il veut venir trinquer pour le non-As d'or. Ne sois pas défaitiste. Ah oui, avec Fabien aussi. N'hésitez pas à passer tous les deux avec Fabien. Si jamais vous avez l'As d'or, moi je compte sur vous, vous venez fêter. Et si jamais vous n'avez pas l'As d'or, je compte sur vous, vous venez pas fêter, mais avec nous, on aura quand même l'occasion de vous servir à boire. Si, il faut absolument. Le vendredi, ça commencera avec Lumberjack dès 10h du matin. Paf. Après, il y aura Yokabai Tsume à 11h et Marie Giordana Grand Jeu à 11h30. En tout cas, dans ces eaux-là, ou 12h. On reprendra l'après-midi avec Super Meeple qui viendra nous parler de tout. Enfin, Tapis Moquette qui viendra nous parler de tous les jeux Super Meeple. Ça sera avec toi, si je ne me trompe pas, parce qu'on s'est réparti les créneaux. Une fois, c'est Pénélope, une fois, c'est moi. Après, des fois, j'ai plus... n'hésite pas à m'en mettre, parce que mais j'ai plus tellement de rendez-vous, moi, de mon côté. Après, il y aura Ludovic Maublanc avec Ekif Édition, mais c'est avec des petits points d'interrogation, donc je pense que c'est encore à confirmer. Oui. Bombix avec Yann. Alors c'est confirmé pour Ekif Édition, c'est confirmé, mais je ne sais plus si c'est sur ce créneau-là, il faut que je vérifie ce qu'on a répondu. À 16h le vendredi, il y aura Bombix avec Yann de Bombix, et à 17h, il y aura Fanforge avec Charlotte, j'aime beaucoup. Le lendemain, il nous reste encore quelques créneaux disponibles.
Avis à tous les éditeurs qui cherchent encore là. Une nouvelle déambulation avec Barik dans les allées. Je me suis méfié aussi parce que je me suis dit sur place, on aura peut-être un moment envie de proposer à des personnes de venir, de dire n'hésitez pas à passer. Après, nous, on a souvent des éditeurs qui viennent sur des créneaux d'1 heure, mais en réalité, ça va durer souvent moins de temps que ça. Donc, on a la possibilité de réagir à ça. Je vois Wilson à 11h. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, Wilson, c'est un distributeur notamment qui fait les jeux helvétiques, qui fait les jeux piatniques. Et on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns avec Stéphanie. Et puis parler de biathlon. Ça sera la petite séquence où on parlera de l'actualité du biathlon aussi, parce qu'elle est fan comme moi. Début d'après-midi du samedi, Don't Panic, qui ont une large collection. Ocaluda à 15h. Vianney de Entre Joueurs à 15h30. Je pourrais pas être là, moi, je serai en rendez-vous, je suis dégoûtée, j'aime beaucoup Vianney. Qui viendra faire un coucou sur la chaîne. Ouais, il viendra faire un coucou, on verra si on aura un éditeur qui passera en même temps. Ça, ce genre de rendez-vous, on peut aussi discuter de jeux de société et puis de l'expérience tout simplement, du festival. Le dimanche, je vois tout Manta avec un point d'interrogation sur... Non, je crois que c'est... Alors, il faut que je vérifie, mais je pense que c'est validé. En fait, moi, je mets un point d'interrogation quand je dois vérifier, mais par contre, je ne l'enlève pas toujours systématiquement dans notre outil de travail. Oula, il chante bien Vianney, dit Hervino. Elle est très bonne celle-là, on ne l'avait pas vu venir. À 11h, le dimanche, il y aura Ori Games, puis Spaceco à 12h, Tiki à 13h. Alors là, tu t'es mis beaucoup de choses d'affilée. C'est-à-dire que j'arrivais pas à placer Spaceco et j'avais très envie de voir Benoît Forget. Donc à un moment, je me suis dit, tant pis, je le mets sur ma pause de midi, c'est pas grave. On mangera ensemble. Pas à charger mon après-midi qui est encore, elle, très libre le dimanche. Dernier rendez-vous fixé pour le moment, Tatiana Girl Game, on est trop contente de la voir à 15h. Donc moi là, je serai là. C'est marqué que je suis pas là, mais moi je serai là. Je viendrai quand elle est là. On arrive donc sur la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. Et puis on vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon festival de Cannes. Un bon festival de Cannes. Ciao. À bientôt.